Bienvenue dans ce 57e épisode des UBBistes. Je suis ravi de vous retrouver après cette petite bulle d'air frais, cette parenthèse enchantée, ce rayon de lumière qui traverse le ciel obscur d'une saison de top 14. Ces deux belles victoires de Champions Cup face aux impressionnants Scarlets de Clanicly. Ça t'a plu, mon petit Yann? Nickel, 10 points, on a fait le job, donc très content, très bon week-end. En plus, avec les espoirs qui gagnent, les Lions qui gagnent, facile en plus pour la dernière de François Ratier, tout est parfait. Ouais, dommage qu'on n'ait pas pu voir les Lions, quoi, mais bon, on a déjà vu Ouais, les les Lyon espoirs. qui effectivement n'étaient pas diffusés sur Canal et pas non plus sur TV7. C'est forcément des enjeux financiers que le groupe Sud-Ouest doit aussi trouver pour pouvoir financer ces diffusions. Donc on espère que ce sera le cas pour le prochain match, mais ce sera en janvier. Je sais qu'en tout cas c'est acté pour toute la fin de saison des espoirs, ça il n'y a pas de sujet, mais c'est vrai que pour les Lions c'est un peu au cas par cas. Donc ça balbutie encore le développement économique autour du rugby féminin, mais ça progresse et c'est une très bonne chose. Et vous l'aurez vu, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, on accueille un habitué des UBBistes maintenant pour la 4e fois, quelque chose comme ça. Troisième, je crois. Troisième fois, celui qui parle de bagarre sur le podcast Jab Life, qui est un streamer pro de l'aventure et des conditions extrêmes et surtout supporter de l'UBB quand même. Salut Diane. Salut les gars, comment ça va? Salut les auditeurs, évidemment. Et les viewers maintenant, vous avez des viewers maintenant. Des viewers, ouais. On peut parler comme des streamers quasiment. Ouais. Bah ouais. Mais écoute, ça va nickel, hein. On est content de t'accueillir, ça va être cool parce que la dernière fois, je crois qu'on débriefait Toulouse, quelque chose comme ça. J'étais pas là moi. Ouais, t'as oublié. Non, j'ai fait un blackout. Je Ouais, vois bah, pas de je quoi tu comprends. parles. Mais il me semble que c'était une bien belle défaite. Et du coup, là, ça va être quand même beaucoup plus positif et sympa à faire. Mais avant de commencer, on remercie le tipeur de la semaine, François, qui a participé à la cagnotte Tipeee, qui est disponible en description de cet épisode si vous souhaitez nous soutenir financièrement, tout simplement, parce que ça coûte quelques pépettes de faire ce petit podcast. On salue également Simon, qui traverse de petites épreuves de la vie en ce moment, donc on te souhaite un très bon rétablissement. Et enfin, on vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast, que surtout vous pouvez vous abonner sur YouTube, pardon, et ça peut très bien nous aider. On fait gagner aussi 2 places pour le match de Toulon dimanche soir sur Instagram et Facebook. Donc ça, vous pouvez aller participer. Et enfin, petit remerciement à tous ceux qui ont participé à la recherche encore intense cette semaine pour le titre de cet épisode. Et donc vous l'aurez vu, c'est bien égal à eux-mêmes. Superbe. Sachant qu'on avait aussi la paix des Gallois, petite dédicace à ce bon vieux Michel. Et pas de Starlet à Chaban. Et le dernier, c'était Victoire Écarlate. Voilà, donc encore, vous avez fait preuve d'une grande imagination, donc on vous en remercie. Et moi, je suis sûr que ça aide immensément ce podcast, ces titres accrocheurs qui attirent l'œil. Mais avant de, avant de passer au point faible et point... attends, je refais. Mais de suite, on va passer au résumé du match. Et ce samedi à 18h30, l'UBB recevait les Scarlets de Clanicly du Pays de Galles. Donc pour cette deuxième journée de Champions Cup, bon, on va faire rapido sur ce résumé parce qu'on n'a pas eu énormément de suspense non plus, même si ce sont les Gallois qui ont marqué le premier essai à la 8e minute, mais nos Bordelot-Béglés vont tout de même empocher le bonus offensif avant la demi-heure de jeu, donc autant dire que c'était réglé assez rapidement. Ils vont virer largement devant à la pause 31-14, et sur la seconde mi-temps, c'est relativement similaire sur le plan comptable puisque les Girondins vont continuer à creuser l'écart assez tranquillement. Score final 50-21. Je vais quand même énumérer nos marqueurs d'essai. Mathieu Jalibert, doublé. Jefferson Poirot, Gaëtan Barlow, Tian Jacobs, Pablo Huberti, Chan Mousquet et Louis Biel-Biarré. Rien que ça, je vous propose qu'on n'en passe pas plus de temps sur le résumé et qu'on passe de suite au point négatif. Et sur les points négatifs, avant de commencer, on va d'abord donner un petit mot sur les Scarlets. Yann? Ouais, bah équipe, bon, on n'était pas surpris, hein, moi, enfin, quand on avait fait la preview, je connaissais pas grand monde et je m'attendais pas à grand chose du côté de Scarlett, c'est bon, du coup, j'ai pas été déçu. C'est une équipe qui est quand même très, très faible
Par contre, il y a 2 joueurs que j'ai beaucoup aimés, notamment le numéro 8, le jeune néo-zélandais, pardon, Anderson. Je trouvais très très fort. Il a cassé plusieurs plaquages, il a franchi, il est très dynamique. C'est vraiment un joueur qui a très peu joué d'ailleurs, étonnamment, en ce début de saison. Alors je sais pas s'il était blessé ou quoi. Et l'année dernière, il était chez les Tasman en le championnat néo-zélandais. Donc vraiment un joueur à suivre parce qu'il est très dynamique, j'aime beaucoup. Et après, il y avait McLeod, le 6, qui nous a pas mal fait chier dans les rucks, avec beaucoup de grattage. Donc ouais, c'est vraiment les 2 joueurs qui m'ont marqué. Après, ça a été très, très, très compliqué pour eux. Ils étaient pas tellement invités, que ce soit dans le rythme, même tu vois, en mêlée, ils se sont fait bouffer. Enfin bon, là, ça a été très compliqué pour eux, ce voyage, chez nous, quoi. Bah, alors, le 10 cataclysmique. Je suis désolé parce que je veux pas lui taper dessus, le pauvre, parce qu'en plus, il est centre. Donc, il s'est retrouvé à jouer ouvreur plus pour dépanner qu'autre chose. C'était son deuxième match ouvreur de l'année, de la saison. Mais alors, il a tout loupé. Et en fait, c'est pas possible de mettre un mec en 10 qui a aucun pied et aucun sens d'animation. Donc, en fait, déjà qu'ils arrivaient pas à avancer devant. Et lui, il arrivait pas non plus derrière à animer sa ligne. Donc, ça a été long pour eux, effectivement. Par contre, ouais, le 6 et 8, une troisième ligne correcte, vraiment. Et qui nous a bien emmerdé quand même. Mais sinon, après, ouais, non, mais différence de niveau, mais on le savait, je veux dire, il y a personne qui est tombé des nues ni sur le scénario du match, ni sur le score final. Depuis que les poules ont été tirées, on savait que ça, c'était le match facile de la poule, hein. Enfin, je veux dire, c'est l'équipe la plus faible de la compétition. Sans leur manquer de respect non plus, parce qu'ils ont été valeureux en plus, hein. Ils se sont donnés, on peut pas leur enlever. Point positif, on peut donner leur envie aussi. Ils sont venus avec la rage au ventre, c'est juste que bah, ils étaient pas invités, voilà, hein. Mais ce qui est marrant, c'est parce que j'ai pas vu le match de Bristol, moi, mais comment ils sont accrochés. Alors, c'était pas la même équipe, mais quand même, tu vois, ils ont perdu juste 17-16, et je crois qu'en plus Bristol marque à la fin. Donc, ouais, ouais, c'est assez surprenant. Et Bristol qui en a collé 60 à une équipe remaniée de Pau, mais qui en a quand même collé 60, quoi. Ouais, c'est vrai que bah, après ils étaient à domicile contre Bristol. Là, peut-être qu'ils ont envoyé effectivement une équipe un peu plus remaniée. Comme tu l'as dit, Dylan, c'est quand même un match qu'on avait un peu coché comme à notre portée, voire facile entre guillemets. Donc pas tellement de surprises là-dessus. Surtout qu'on a pu faire reposer quand même pas mal de mecs entre les vacances et les blessures, etc. Il nous manquait beaucoup, beaucoup de monde. Mais bon, 50-22, c'est quand même un bon score assez satisfaisant. Toujours est-il que le match n'a pas été parfait. Et bah, Yann, je te lance sur peut-être un premier axe d'amélioration. Ouais, de toute façon, le, le truc qui m'a le plus gêné, c'est la discipline, en fait. Et surtout cette première mi-temps. Je crois qu'au final, on finit à 12 ou 13 pénalités, mais en première mi-temps, on est déjà à 9, en fait. Et dans les 20 premières minutes, tu es déjà à 4-5. Et j'ai l'impression que c'est vraiment. Bah, on n'a pas pris de haut l'équipe en face, mais tu vois, on n'a pas mis les ingrédients euh, pour, euh, pour être hyper discipliné. Et c'est dommage parce que on avait réussi depuis Pau, je trouve, à vraiment être très très fort. On était quasiment à chaque fois sous la barre des 10 et même parfois des 9 et des 8. On est très très peu pénalisé. Et là, je trouve qu'on a fait des fautes et en plus des fautes extrêmement bêtes. Tu vois, j'ai en mémoire Poirot à un moment qui regarde pas l'arbitre et qui charge le relayeur. On a aussi des mecs qui traînent. Enfin, tu vois, on retrouve ces fautes un peu débiles qu'on faisait un peu en début de saison. Alors, j'ose espérer que c'est juste en lien avec la concentration et le fait qu'on a senti que c'était peut-être un peu facile. Et donc, du coup, t'as pas la même implication et engagement. Tu vois, tu fais pas les mêmes efforts. Pareil, à un moment, Poirot, il lâche une mêlée, alors que je pense qu'il peut la stabiliser. On était tellement dominant qu'il peut pas lâcher cette liaison. Enfin, voilà. On a été vraiment trop pénalisé pour ce type de match, surtout qu'on n'a pas subi une pression folle, quoi. C'est vraiment ça le principal problème de ce match. Premier point négatif, l'intégration du logo Continental. Évidemment, parce qu'on n'en doutait pas quand ça a été annoncé, à part apparemment un certain Cyril ici présent qui nous dit on espère qu'il sera bien intégré. Bon, bah, bon, hein, c'est dégueulasse, il y en a marre. Ouais, bah attends, juste un petit peu de contexte. C'est vrai que l'UBB a annoncé un nouveau sponsor maillot pour la Coupe d'Europe en la présence de Continental, donc marque de pneus. Donc on va citer Pirelli
Et Michelin. autre idée. Michelin, bah oui, Michelin, forcément. Mais oui, effectivement, un vieux carré, un rectangle orange ici, là, au niveau de ce qu'on appelle la pocket. Donc, Toujours pas d'uniformisation, enfin voilà, toujours le logo avec les couleurs du logo, avec la typo du logo, enfin bon, toujours pas d'uniformisation, donc c'était très moche. ouais. Donc voilà, Et fallait d'ailleurs, bon, ouais, le dire, pour mais ceux qui nous regardent sur YouTube, vous pouvez voir que sur les anciens maillots du Stade BG, que porte magnifiquement Yann, même les logos étaient mieux incrustés avec le bistrot J'en ai. du Ouais, sommelier. le bistrot du sommelier, tu vois, le principal, il est vraiment bien intégré, tu bonne vois. couleur, rien, tout, y a rien à dire. Par La contre, typo est c'est vrai bonne. qu'il y en a qui sont moins bien intégrés, mais bon. Ouais. Ouais, la ville Là, de c'est pas Bordeaux, ils faux. ont pas fait C'est la ville d'effort de dans Bordeaux. Ouais, les croissants de la ville de Bordeaux. Hein. Après, c'était en. Voilà, là, c'était en 2008 et c'était en cadet, ça. Ouais, donc on Ouais, peut donc faire ça compte moins, Ouais. Bah, quand tu même. vois, il fallait trouver plus de sous que autre chose, quoi. Mais c'est vrai que c'est un non-sujet comme un sujet, bref, on va pas y passer Après, 3 heures. C'est plus important pour certains que pour d'autres. mais Pour Oui, après, moi, ça l'est plutôt, mais il on a faut toujours, compris. il faut toujours signaler quand même que t'en as quand même qui font des sacrés efforts et c'est beau. Voilà. Oui, oui, Dans le dos, il y a dans beaucoup le de. dos, il y a Faya, il y a Voilà, Eden Edenauto. Auto, et que ça qui, passe beaucoup mieux. où c'est très très bien et on les voit très bien et on les voit à chaque plan de séquence et ça gâche rien du tout, quoi. Exactement. Mais bon, après, c'était juste pour lancer parce que je sais qu'ici, on est dans une safe place sur les logos. Après, moi, tous les points négatifs, je vais quand même les tempérer parce que l'an dernier, on fait les mêmes merdes au même moment de la compétition contre plus ou moins les mêmes équipes, voire même en huitième, voire même en quart, en fait. Jusqu'à ce qu'on arrive en demi contre Toulouse où là, vraiment, on a tellement relevé le niveau de jeu. Là, il n'y a plus d'histoire de pénalité inutile, de machin et tout. Et en fait, même contre le Munster, on a des trous d'air et tout. Donc je vais tempérer. La semaine dernière, les gars, ils jouaient à plus 30. Ils se sont tapés 11 heures d'avion entre-temps. Bon, c'est pour ça, je trouve qu'il y a un... bon, tranquille, tu vois. Les petites équipes, on sait comment ça marche en Coupe d'Europe. Quand tu commences à prendre de l'avance vite et que tu te sens pas en danger, bon, bah, on a tendance à être un peu plus pénalisé, un peu plus relâché. Je pense à Palu, par exemple, qui prend deux pénalités sur hors-jeu, qui sont des pénalités qu'il prend pas autrement dans l'année, en fait. Là, il les prend parce que déjà, il est fatigué, je pense, parce qu'il a fait 1,5 million de minutes depuis le début de l'année. Mais en plus, parce que plus de relâchement, moins de tension, moins de concentration, donc peut-être que ça passe un peu à côté. On prend 12 pénalités sur l'ensemble du match et comme disait Yann, on en prend 9 en première mi-temps et on en prend 5 vraiment en l'espace de 15-20 minutes en fait où ça va très vite. Poirot qui fait pas son meilleur match de la saison, alors il s'est quand même donné, il y a un essai et puis il est quand même partout tu vois, mais il prend 3 pénalités, il fait un en avant, il est pénalisé dans plusieurs secteurs de jeu, il est pénalisé dans les rucks, il est pénalisé en mêlée. Enfin c'est un match où il passe un peu à côté, mais en plus il était capitaine sur ce match-là puisque Max n'était pas là. Mais il fait son match, enfin il essaye de faire son match sur intensité, je crois qu'il sort à la 45e, un truc comme ça. Bon, et après il y a un truc qui m'a gonflé moi, on prend 3 essais de la même façon sur des pick and go. Les 3, on prend des essais sur les pick and go. C'est manque d'envie ou de densité, je sais pas, mais il y a un manque de quelque chose parce qu'on prend vraiment 3 essais exactement les mêmes. Ils rentrent dans nos 22, pick and go, on prend un essai. Et ça, c'est pas possible de pas être capable de défendre devant ta ligne contre un pack qui est quand même vachement moins dense que toi et plus faible aussi et moins rapide. Et enfin, là, honnêtement, il n'y a pas d'excuse. Et ça, c'est un truc qu'il faut gommer assez rapidement parce qu'en plus, c'est pas comme si le week-end prochain on jouait contre un énorme pack. Donc, gaffe, hein, méfiote à ça, à ce petit trou d'air sur la défense de On a perdu Dylan. ligne, quoi. Et après, ouais, enfin, honnêtement, j'ai pas aimé. Ça nous rappelle des vieux poncifs. L'enchaînement en début de première mi-temps où tu fais 2 en avant, tu te prends un grattage, tu prends une pénalité sur hors-jeu et tu finis par prendre un essai sur pick and go et tout ça en 8 minutes. Ah, c'est pas possible quand t'es une équipe, quand t'es le champion d'Europe en titre et que t'es une équipe de ce statut-là, en fait, tu vois. C'est pas possible. Tu dois pas rentrer comme ça dans les matchs. Et pareil, la deuxième mi-temps, où il y a un quart d'heure de faux rythme de la 40e à la 55e, c'est un faux rythme, on se laisse embarquer dans un rythme qui arrange les Gallois en plus, hein, parce que bah, nous, avec ce qu'on a derrière d'explosifs, et même devant d'ailleurs, où on avait un pack assez mobile, t'es censé envoyer du jeu dans tous les sens, t'es pas censé te faire endormir dans un faux rythme, te faire coffrer des ballons sur des ballons portés et laisser les mecs se dégager de leur camp. Donc on a peut-être été
Un peu en dedans, des en avant aussi, trop d'en avant, mais c'était très humide au stade. C'était très très humide, donc ça peut s'expliquer aussi. Et là, il y a l'humidité et le défaut de concentration qui fait que peut-être peut-être un peu de relâchement. Mais encore une fois, je tempère tous ces points négatifs parce que déjà il faut trouver des points négatifs, c'est un peu le principe, mais je les tempère parce que encore une fois l'an dernier on fait pareil. Au moment où ça a compté, on faisait plus toutes ces erreurs là. Ouais, c'est ça qui est rassurant. Ouais, tu vois, on a encore de la marge. Et c'est comme les tirs au but, enfin le pourcentage de réussite au pied. L'année dernière, c'était pareil. Et finalement, les moments où ça comptait, on a fait du 100%. Donc en finale, c'était avec Max qui avait été énorme. Et puis même contre Northampton, on doit en louper quelques-unes. Après, il y a Max qui reprend le but. Mais je suis d'accord avec toi, il y a aussi ce point, mais ça c'est depuis le début de la saison. Je trouve que les pick and go et les jeux à une passe, on est encore un peu trop déficients, mais c'était pareil l'année dernière. Bon, on a fait du recrutement pour ça, pour contrer ça. Malheureusement, ils sont blessés. Donc du coup, forcément, on va attendre déjà qu'ils reviennent, mais c'est vrai qu'on manque un peu de. Je pense que c'est clairement de la densité. Quand t'as pas Gazzotti, donc là il y avait Coleman, heureusement, mais même là, t'as pas Max Lamotte, t'as pas Duprez. Tu vois que sur ces impacts, tu recules et tu te fais facilement avoir. Alors, soit tu prends une pénalité, soit tu prends un essai. Donc, effectivement, ça, c'est vraiment contrer ce jeu à une passe et ces pick and go, c'est vraiment l'axe qu'on doit travailler parce que les équipes vont cibler totalement ça. Ouais, mais bon, enfin, comme vous l'avez dit, moi c'est sur la partie vraiment pénalité en avant et un peu ce jeu un peu cafouillé. C'est qu'on on a tellement voulu envoyer de jeux par notamment Martin Pajolo qui jouait toutes les pénalités très vite. Enfin, pour le coup, je trouve que ça s'explique aussi comme ça. Après, moi, j'ai pas noté énormément de points négatifs. J'ai fait un peu le feignassou vu que je savais qu'on était trois. Du coup, je me suis dit, c'est bon, ils vont faire le taf. Non, j'avais noté aussi un peu le match de Jeff Poirot qui était peut-être un peu en dedans. Moi, sur les coups de pied, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que je trouve qu'il manque vraiment cette clarté dans la hiérarchie, dans le sens où, une fois que Mathieu est sorti, donc tu avais Carbery et Martin Pagerello qui étaient sur le terrain, et les premières pénalités, c'est Pagerello qui la prend, qui la rate. Et ensuite, c'est Carbery. Et en fait, je me suis dit, pourquoi c'est pas directement Joey Carbery alors que c'était quand même lui le buteur attitré l'an dernier en l'absence de Mathieu. Donc moi c'est plus un peu ça qui me demande. Enfin, je trouve qu'on depuis la saison dernière quand même, on se cherche dans ce domaine et j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de stratégie ou en tout cas de confiance dans un joueur attitré hors Mathieu, mais qui délègue quand même sur certains matchs ou certains coups de pied. Donc c'est plus ça mon petit point d'attention sur ce match. Et puis ça devrait peut-être être Max de manière générale, le buteur numéro un. En fait, ce qui s'est passé en quart de finale avec les Queens, donc il y a 2 ans maintenant, c'est une chose. Apparemment, il s'en est remis. Enfin, je veux dire, tout ce qu'il a eu à buter depuis, il a été fantastique. Enfin, la fin de la Coupe d'Europe, la demi-finale, la finale de top 14, enfin, il a été extraordinaire l'an dernier dans les moments où ça comptait. Donc je sais pas. Enfin, ça me paraît bizarre que Max, en fait, c'était compréhensible. Le pourquoi on avait donné le but à Mathieu, pourquoi après Mathieu qui s'était blessé à la cuisse, etc. Enfin, tout était compréhensible. Effectivement, je suis d'accord avec toi, ça l'est plus. Max, il s'en est remis de ce qui s'est passé contre les Queens, il s'en est remis de l'article de l'équipe Infect. Tout ça, il s'en est remis. La preuve, vraiment, enfin, il l'a prouvé. Laissons Max buter parce que je crois qu'il a vraiment un pourcentage, je crois qu'il est à 10 points quasiment au-dessus de Mathieu. Donc je sais pas, Mathieu à 75 et Max à 83, 84, un truc comme ça je crois. Donc je me rappelle, avant cette histoire des Queens, Max il était sur quelque chose genre 25 coups de pied d'affilée réussis. Enfin, c'est pour ça moi j'ai pas de. Je sais pas, Max au pied quand il est là évidemment, mais je pense que ça devrait être lui le numéro un. Enfin, ça me paraît évident, surtout dans les matchs qui commencent à compter. Je sais pas, ce serait bizarre. Ouais, Ouais. c'est ce qu'on souhaitait. Mais après, Mathieu nous a clairement dit que c'était lui le numéro un du club. Et après, c'était suivant. En fait, ça dépendait plus de lui et de ses sensations. Bon, après, je pense qu'il est assez intelligent sur certains matchs pour le donner à Max, parce que vraiment, il est vraiment plus en réussite, il bute plus de loin, etc. Mais ouais, c'est vraiment les joueurs qui visiblement décident de la hiérarchie des buteurs chez nous, je pense. Ouais, donc ouais, à voir comment ça évolue. Peut-être que. Mais bon, on attendait ça aussi l'an dernier.
Nous, dans nos attentes, en tout cas pour la saison, on pensait que Max allait prendre le flambeau, mais c'est vrai que pour l'instant, ça reste Mathieu. Et derrière, assez flou. On verra peut-être ce week-end contre Toulon avec une équipe potentiellement beaucoup plus complète, en tout cas sur ce secteur de jeu-là, ce qu'il en est. Mais bon, à suivre. Est-ce que vous avez d'autres points négatifs? Je vois, tout le monde fait non de la tête, donc, Non, euh, non. donc je prends ça pour un non général. Ça tombe bien, on va passer au point positif. Et pour commencer les points positifs, on va peut-être faire un petit mot sur la conquête, mon petit Yann. Ouais, je trouve qu'elle se porte bien. Alors, c'était pas un gros pack en face, mais en mêlée, on a été très propre, que ce soit les titulaires et les remplaçants. Donc, on a été plutôt dominant. On a eu toutes nos mêlées. On a même obtenu des pénalités. Donc, je nous ai trouvé très bien dans ce secteur. Touche pareil, on refait encore une grosse prestation où on est à 100%. Et notamment, j'ai eu un Matthew jumper qui me fait énormément plaisir, qui a bien remplacé Cameron Wauquiez, en fait. Et je pense que ça soulage le staff parce que tu as un mec comme ça, tu sais que tu vas pouvoir faire reposer Cameron sans souci. Parce que tu vois, Wauquiez, on le faisait jouer parce que forcément, il est capitaine de touche, forcément, c'était le meilleur contreur de notre club, un des meilleurs du top 14. Donc forcément, tu te disais, putain, si on l'a pas, on va être en difficulté. Et là, tu as Matthew, il est quasiment. J'ai l'impression qu'il va même plus haut, plus rapidement en fait que Wookie. C'est extrêmement impressionnant. Il a peut-être, par contre, il n'a pas la même science pour les contres. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas encore à se placer pour se mettre devant un bloc, même si je crois il conteste un ou deux ballons, mais tu vois, il n'a pas la même science que Cameron, mais très content de lui. Donc dans ce secteur, et après, de toute façon, on va peut-être parler juste après, mais même dans son évolution, je suis très content parce que c'est un joueur qui l'année dernière, en fait, s'est un peu éteint en deuxième partie de saison, mais on commence à comprendre pourquoi. Je pense il y a eu pour passer le cap du top 14 et pour même évoluer plus tard en équipe de France potentiellement, parce que ça va être son objectif, il a dû avoir une grosse prise de masse. Et on voit qu'il s'est vraiment étoffé, donc forcément, il faut pouvoir encaisser cette prise de masse. Donc parfois tu es un peu moins véloce, tu peux même potentiellement plus te blesser, mais tu es obligé de passer par là parce que tu as besoin d'avoir une grosse densité. Et là, on sent qu'il est plus costaud, qu'il prend même confiance en son physique. Tu vois, là, je le vois même méchant. À un moment, il me fait un déblayage, il m'attrape le troisième ligne, tu vois, il est autoritaire. Et pareil dans certains plaquages. Je le trouve vraiment beaucoup plus dur, donc c'est vraiment très intéressant. Et là, on voit, tu vois, on a Gazzotti qui est pété, on a Dubresse qui est pété, et tu vois, tu as des mecs qui arrivent à sortir la tête, et on est très content parce que ça va beaucoup nous aider. Et donc, du coup, tu as peut-être trouvé ton 8 pour les prochaines semaines. Donc ouais, le staff doit être rassuré, lui il doit être rassuré sur sa capacité à évoluer. Donc, vraiment très content. C'est vraiment un très bon match de sa part et c'est une très bonne campagne européenne. Enfin, les deux premiers matchs sont extrêmement satisfaisants pour lui et ça peut même le lancer pour le top 14. Je pense qu'on va en parler à Toulon, mais à mon avis, il va carrément enchaîner à ce poste, quoi. Ah bah en plus, tu disais un truc hyper intéressant la semaine dernière, justement, sur Mathieu, la Coupe d'Europe et Samu, où tu faisais le parallèle en disant que ce style de jeu, enfin le style de jeu de la Coupe d'Europe, les enjeux offensifs, faisait que, bah, et même l'arbitrage faisait que les troisième lignes mobiles brillaient plus dans la Coupe d'Europe que dans le top 14. Et ça s'est encore vu, mais effectivement, moi j'avais quand même des doutes sur Mathieu en 8, je vais pas le cacher. Je pensais qu'il manquait de densité, de méchanceté et peut-être un peu de science du jeu aussi, parce que c'est un jeune rugbyman, hein, faut jamais l'oublier. Il y a 4 ans, il joue au basket, hein, donc c'est un jeune rugbyman. Et en fait, le mec, il est monstrueux en 8. Là, il a fait 2 matchs coup sur coup, nickel, parfait dans tous les secteurs de jeu. Et alors, à la touche, putain, j'étais en face. Il y a eu une touche à un moment donné vraiment qui était devant nous. La puissance qu'il développe et la vitesse à laquelle il monte, sa détente verticale, c'est une singerie. Ça se voit qu'il vient du basket pour le coup. Tu veux Il dire a une en face, détente en verticale. face des loges quand tu vois en Ouais, face de toi, c'est ça? en face, oui, bah, en face des loges. En face, j'étais à côté de Laurent, quoi. Enfin, Bien sûr. Lolo, je l'appelle Lolo, moi. Enfin bon, Ouais. on n'est pas là pour ça, quoi. Mais non, non, franchement, solide monsieur dans les impacts. Même en attaque, il a eu envie de mettre des culs au mec, tu vois. Il y avait envie, il y avait un côté un peu belliqueux, effectivement, qu'on lui connaissait pas et
qui était une des critiques que les gens avaient sur lui, peut-être trop tendre. Et effectivement, là en ce moment, on n'a pas de 8. De toute façon, alors même Gazzotti, pour moi, c'est même pas un 8, donc c'est un 6. Donc là, on n'a vraiment pas de 8 en ce moment. On n'a que ça comme solution. Et il s'avère, on est chanceux parce qu'il s'avère que la solution tourne plutôt bien. Parce que là, il fait 2 gros matchs. Après avoir, encore une fois, on verra le week-end prochain parce qu'il y a un énorme pack en face. Il y avait un gros pack aux Bulls. Donc les Scarlets, c'est peut-être pas une référence, mais aller chercher les Bulls chez eux et faire la prestation qu'il a fait, c'était quelque chose. Donc là, il confirme surtout que c'est un très bon 8 et qu'il est très en forme en ce moment. Donc ça, c'est top. J'ai bien aimé Falatea, moi aussi. Qui a- qui a- J'ai toujours bien aimé Falatea. Je l'avais dit la dernière fois que j'étais passé, que moi j'étais content et je voulais qu'il prolonge tout ça. J'ai bien aimé son match. Et en fait, il a fait du Falatea, c'est-à-dire c'est ce qu'il sait faire. Et dans le jeu courant, il est mobile, il est explosif, il a des mains, il est au soutien, etc. Donc il a fait vraiment son match sur 45-50 minutes. Après, le problème, c'est qu'effectivement, il n'est pas aussi dominant en mêlée ou même dans les impacts à proprement parler que le sont les deux autres qui sont devant. Mais après, dans le jeu courant, moi, je préfère avoir Falatea que Sadi, tu vois. Sadi, c'est un tractopelle, mais dans le jeu courant, bon, c'est un point d'ancrage grand max, quoi. Falatea, ça bouge, ça marche bien avec notre jeu, et j'ai beaucoup aimé ces 45 minutes. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de Falatea. Ou alors pour lui taper dessus, pour dire qu'il n'est pas au niveau en mêlée et tout. Donc je trouvais ça important de lui rendre un peu hommage. Surtout que bon, le mec qui est rentré à la 45e a un peu effacé la presta Ouais. de Falatea. Donc, Juste pour revenir sur Falatea, c'est vrai que dans l'ensemble, nos piliers de toute façon sont très sous-cotés. On a tendance à leur taper dessus parce que certains sont pas ultra dominants, notamment nos piliers gauche qui, sur les impacts, etc., c'est pas forcément des monstres. Falatea, pareil. On remarque plus Big Ben, du coup, qui lui, du coup, quand tu regardes, c'est criant parce qu'il gagne des mètres à l'impact, etc. Mais on s'en parlait, il me semble, c'était avec toi, Dylan, sur WhatsApp, au moment un peu des tractations sur ce troisième pilier droit pour les saisons suivantes. Et on se disait qu'en fait, Sipili Falatea, c'était juste le meilleur choix possible parce que il connaît la maison, il a un bon niveau quand il est épargné par les blessures, il est gif, il est encore relativement jeune. Enfin, du coup, il y avait pas de doute que c'était vraiment la meilleure option pour ce rôle de numéro 2 3 plus probablement pour le futur proche à l'UBB. Ouais, pour moi, c'est clairement une bonne nouvelle, hein. En vrai, là, tu as 3 piliers droits qui sont solides. Le seul souci, c'est que, tu as Big Ben qui est pas là pendant 5 mois et après Falatea qui parfois, se pète. Mais effectivement, si on arrive à, mmh, à avoir les 3 plus souvent et surtout, en faire respirer un de temps en temps, comme on a fait là, tu vois? Sadie, il était pas là et beh, tu avais Falatea, Big Ben, et beh, c'est très compétitif et tu peux faire ça à l'extérieur, tu vois? Clermont, tu peux faire opposer Big Ben, et puis tu peux faire Sadie, Falatea, ce sera très bien, tu vois? Falatea, ce qui est bien, c'est qu'il peut commencer ou être impact player, c'est un joueur qui, comme dit Dylan, est extrêmement mobile. Moi, je le trouve, en fait, c'est ça, quand il arrive à enchaîner et qu'il se blesse pas, c'est un peu comme, Romain Buros, il est assez diesel, mais après quand il arrive à trouver, cette cadence et son positionnement, je le trouve très propre et il recule pas. Alors il va pas plier un pied gauche, mais par contre il recule pas. On a souvent oublié, mais sa demi-finale contre le Stade Toulousain est excellente, voilà, avant qu'il se prenne ce KO, mais et c'est pour ça après qu'il est hors forme, d'ailleurs jusqu'à, la deuxième finale. Mais non, c'est contre Northampton qu'il prend le KO et après il est out jusqu'à la finale et à la finale il était oxy. D'ailleurs on l'a coaché un peu comme un espoir, mais voilà. Mais quand il enchaîne, et qu'il est en forme physique, moi je le trouve, vraiment très, très propre. Ouais, c'est juste qu'il faut qu'on arrive à le préserver pour pas le péter, quoi. Parce que forcément après, comme un Romain, il a plus de temps, pour reprendre le rythme et retrouver un haut niveau. Mais là, les derniers matchs que je l'ai vu, jouer, moi c'était très propre donc je pense qu'on n'avait pas mieux. Effectivement, si on avait pu recruter du Doit, c'est un autre calibre international, mais là, tu es bien, quoi. Tu as 3 bons pieds droits. En parlant de bons piliers droits, du coup, cette petite rentrée de Big Ben, on en a pensé Ouais, quoi? énorme. ouah, il est pas drôle, hein. Ah, il est pas rigolo quand il rentre, hein, celui-là. Non, il est monstrueux. Lui, pour le coup, lui, il avance sur toutes les collisions. En plus, là, il y avait pas assez de répondants en face, tu vois, pour un mec du calibre de Big Ben. Et puis, j'ai bien aimé, moi, il y a un truc que j'avais pas vu au stade, mais que j'ai vu à la télé.
À la 73e, Matthew il tente un grattage illégal et en fait t'as Big Ben qui lui gueule dessus et qui lui dit leave it, je crois. Et qui lui hurle dessus. Et en fait, il entend pas Matthew parce qu'il y a du bordel, parce que c'est pas loin de la ligne, donc il y a du bruit dans le stade, tu vois. Et Matthew se relève, Big Ben fait une grimace en mode putain, je te l'ai dit. Et en fait, au lieu de l'engueuler ou quoi, il va vers lui, il lui tape dans le dos et il lui dit un mot gentil, tu vois. Et j'ai bien aimé ce côté papa. Ça m'a fait penser à Guido Petit qui poussait des gueulantes, mais qui était quand même, qui était moins amical peut-être que J'allais Big dire, Ben. fais-moi des petites tapes dans le Voilà, il dos, faisait moins les petites tas Guido. dans le dos, mais tu sais, qui donne des consignes en permanence. Et en fait, quand Petit est parti, on se demandait qui pouvait un peu prendre le rôle de ça. Et c'est vrai que Big Ben, bah, finalement, oui, il a tout ce qu'il faut, l'expérience, la stature pour ce rôle-là. Et puis, il est fort partout. Alors, pour le coup, il est fort en mêlée, il est fort dans les molles, il est fort dans les rucks. Alors, dans les rucks, il est monstrueux. Et il est fort dans le jeu courant. Enfin, là, Big Ben, quand il est à ce niveau-là, c'est difficile. Sadi, par exemple, qui est monstrueux en mêlée, qui est un vrai tractopelle, quand Big Ben est à ce niveau-là, tu veux le voir un maximum sur le terrain pour les gros matchs qui comptent, quoi, contre les gros packs en face. Donc, je suis très content de voir Big Ben à ce niveau. Ça me fait du bien. Et puis surtout par rapport à l'année dernière, je trouve que l'année dernière, pareil, il avait mis un peu de temps. Bon, après, il y a toujours. Parce que nous, on a côté le rugby, donc on dit, ouais, il prend du temps. Mais après, il y avait aussi le côté personnel, etc. Donc c'était un peu plus compliqué. Il faut bien distinguer la partie rugby. Et forcément, tu peux être atteint. Falatea aussi, c'était pareil. Donc du coup, voilà, il faut pas. Quand on tire trop sur des mecs, parfois, tu vois, il y a aussi, ils ont une vie à côté. Donc ça peut expliquer des performances un peu en demi-teinte. Mais ouais, là, il est monstrueux. Et en impact player comme ça, c'est vrai qu'il y a sur une demi-heure, 40 minutes, tu t'es tapé un Sadi ou un Falatea, et puis là, tu as l'espèce de machine qui rentre sur des défenses un peu fatiguées. C'est pas cadeau, quoi. Pas cadeau, vraiment pas cadeau. Mais ouais, devant, ils ont fait un bien, tu vois. Même Barlow aussi, il enchaîne bien, il commence à bien s'intégrer chez nous. Tu sens qu'il fait des belles prestations. Perchaud, je le trouve de mieux en mieux. Je pense que lui, il a commencé à prendre confiance en lui. Je sais pas où il en est au niveau poids, mais à mon avis, il a aussi pris des kilos. Je le sens vraiment bien. Donc ouais, là, je suis vraiment content pour ce 5 devant. Je pense il est pas mal décrié, mais je pense qu'il est, ça y est, quand on a tout le monde, il est meilleur que le 5 de devant qu'on l'année dernière. Ce que j'allais dire, t'as aussi un mec qui est revenu qui s'appelle Adam Coleman qui fait quand même beaucoup, beaucoup de bien, quoi. Ouais, lui est fou, lui. C'est pareil, un truc qu'on voit pas, mais il te sécurise 3 renvois. Tu sais, on en discutait, mais en fait, parfois, j'ai l'impression que tu beau travailler, parfois c'est inné. Alors lui, il se met en dessous du ballon, tranquillement, tu l'impression qu'il va à 2 à l'heure. Il fait monter son bloc, tranquillement, il attrape, hop, et là, tu peux faire toutes les meilleures sorties de camp du monde que tu veux, voilà. Il y en a, bah, ils sautent, ils prennent le ballon sur la tête ou et ça passe derrière. C'est clairement un joueur qui nous a manqué dans des moments clés, notamment la finale dernière. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est un monstre, Coleman, hein. C'est Monsieur Parfait. Il fait tout ce qu'il fait, c'est propre, c'est parfait. Et effectivement, c'est souvent des tâches de l'ombre. Il va pas forcément porter le ballon sur 60 mètres, faire des trucs pas possibles, même si ça lui est déjà arrivé. Mais par contre, c'est un sécateur en défense aussi. Il apporte de la densité dans tous les moments où tu as besoin de densité. Les rucks, les molles, les mêlées. De tous ces moments-là, il apporte de la densité. Faut comprendre aussi pour ceux qui n'ont jamais joué au rugby, quand tu as le ballon dans les mains et que tu t'es fait plaquer 3 fois, 4 fois par le même mec qui t'a fait mal à chaque fois qu'il t'a plaqué et à chaque fois t'as pas réussi à échapper à ces grandes paluches là, et bien la fois d'après, t'as pas envie d'y aller. Et du coup, quand au moment de l'impact, bah, tu vas un peu moins fort. Et donc là, le plaquage, il se transforme carrément en plaquage offensif. Donc Coleman, il a aussi ce statut un peu d'épouvantail sur le terrain défensif. Et t'as pas envie d'aller dans sa zone quand t'as le ballon, ça c'est une certitude. Donc non, c'est un retour qui fait vraiment du bien. Et effectivement, moi je pense qu'on a un 5 de devant très solide, hein. T'ajoutes à ça ceux qui sont pas là. Ouais. Pour Palu, on le cite à chaque fois. Bon, là, il a pas fait son meilleur match, mais il est quand même partout, tout le temps. C'est un match plus en dents de scie, un peu plus pénalisé. Il se fait coffrer et tout, mais il est quand même là. Mais t'ajoutes tous ceux qui sont pas là. Gray qui est coaché bizarrement. Bon, donc je sais pas. Mais c'est un beau 5 de devant, moi je trouve vraiment. Et effectivement, qui est décrié, mais est-ce qu'il est décrié parce que on a tellement de flamboyance derrière que les gens se rendent pas compte de ce qui se passe devant et que sans ce qui se passe devant, on pourrait pas développer ce jeu-là derrière, ou qu'on a un style de jeu qui fait qu'on n'a pas un pack qui va jouer à la façon d'un Toulon, par exemple,
de rouler sur les gens. C'est pas non plus l'idée de notre pack. L'idée de notre pack, c'est de faire des rucks rapides, d'être propre sur tous les ballons et d'aller emmerder l'équipe en face sur les rucks, mais c'est pas forcément d'être tout le temps dans rouler sur les mecs, être dans l'affrontement physique pur et dur. C'est plus un jeu de mouvement. Et donc là, ça s'est vu contre les Scarlets, ça s'est vu contre les Bulls, surtout, moi je trouve, où là c'était vraiment le gros test. Et ça se confirme petit à petit. Et quand on va récupérer tout le monde, ça va, parce qu'en troisième ligne, c'est là où c'est l'hécatombe. Je crois que ce pack, il va vraiment faire claquer des culs en face, hein, parce que va falloir avoir envie d'y aller hein, contre le pack de l'UBB quand même. Ouais, mais c'est ça. Et puis si t'arrives pas. Déjà que quand tu t'es fait rouler un peu dessus, derrière, tu peux quand même t'en sortir. Ce qui n'arrive jamais normalement dans le rugby. Mais on a vu la finale. Hein, on a été dominé en mêlée, dans le jeu à une passe, mais après, enfin, on a fait des trucs exceptionnels derrière, quoi. Et donc normalement, ça arrive pas dans le rugby. Mais nous, on y arrive parce qu'on a des gens spéciaux derrière. On a des joueurs incroyables, que ce soit Mathieu, Yoram, enfin voilà, on a tellement d'excellents joueurs, mais effectivement, notre pack au complet, je pense qu'on va être très pénible et très pénible. Au même moment l'année dernière, on n'était pas du tout à ce même niveau en mêlée fermée, tu vois, par exemple. Ouais. On se faisait plus Ouais, pénaliser. encore une fois, bon, il y a le match des Bulls qui est un exemple quand même d'une vraie adversité. Là, il n'y avait pas grand-chose en face, donc c'est vrai que Non, c'est mais c'est bien de montrer des choses sur ce match-là, mais c'est vrai que c'est pas. Il c'est au faut, il globe. faut encore. En fait, on va aussi avoir un élément de réponse dimanche soir contre Mais Toulon, quoi. t'en as déjà eu quand même, tu vois, les Bulls, t'as Oui. résisté. Montpellier, on s'est, enfin, en Montpellier, en mêlée, tu vois, on s'était pas fait rouler dessus alors qu'ils ont quand même dominé énormément de mêlées en top 14, tu vois. Donc je trouve on a quand même plus de certitude que les dernières, je trouve. Non, Les je suis temps de assez passage d'accord. sont bons. Les temps de passage par rapport à l'an dernier sont très très bons. Et je sais pas si, enfin, c'est pas forcément une montée physique, mais aussi on oublie tout le temps, mais c'est la troisième année du projet Bru, quoi. Donc tu vois, c'est une année de plus d'expérience avec une finale gagnée, une finale perdue d'un chouïa contre le méga giga ogre qui t'en a filé 250 l'année d'avant. En fait, tu vois que l'équipe elle a évolué, qu'elle a progressé, qu'elle est consciente de ses forces et que même, en plus la Champions Cup c'est une compétition qui nous va parce que ça va à notre jeu, ça va à notre ADN, je pense aussi. Et à mon avis, ça nous a fait beaucoup de bien, ce petite parenthèse Champions Cup. On s'est rappelé qu'on était une grande équipe, en fait, et qu'on savait jouer au ballon, et qu'on était bon dans tous les secteurs de jeu. Et je pense que ça va faire du bien. Les Bulls, à mon avis, moi, c'est victoire fondatrice pour la suite de la saison. Enfin, j'espère pas me tromper, tu vois. On va avoir une réponse effectivement dimanche. Mais pour moi, c'est ce genre de moment. Et c'est ce qui s'est passé l'an dernier aussi avec la Champions Cup. Je pense que ça nous a vraiment mis en confiance à dire ah ouais, putain, mais vraiment, on peut filer 50-60 points à des équipes. On peut battre des grosses équipes et ça fait plaisir. Et là aussi, je pense que sur ce match, on a retrouvé des connexions entre certains joueurs. On a retrouvé. Enfin, on a retrouvé. On commence à retrouver Damien Penaud quand même, hein. Et là, ça fait plaisir. Là, il recommence ses travers. Je pense que tous les coachs de rugby font des AVC à chaque fois que Penaud il part en travers, mais t'as pas le droit normalement de faire ça au rugby, mais lui il a le droit, c'est sa marque de fabrique, il le fait bien et des fois ça crée des situations improbables parce que c'est le seul qui peut faire ça. Là il l'a fait, il a tenté un petit par-dessus aussi à un moment donné. Il était tout le temps dans le bon intervalle au bon moment, il a tenté des croisés, des redoublés, etc. Ça recrée sa connexion, il a beaucoup dézonné, ça a recréé sa connexion avec Mathieu et avec Loulou. Il y avait un triangle hyper intéressant qu'on n'avait pas vu depuis le début de la saison. Et là qu'on retrouve, et ça fait plaisir parce qu'en plus, effectivement, il n'y avait pas Lucu. Bon, il y avait Moefana, mais Moefana, c'est pareil, il a fait un très bon match, mais il est en phase de reprise lui aussi. Il faut qu'il retrouve quand même pas mal de. Il est plus aussi perforant qu'avant. Il n'y avait pas Nico Deporter, il n'y avait pas Buros. Il y a quand même. Enfin, c'est très positif, je trouve qu'ils retrouvent leurs automatismes et qu'ils recommencent à s'amuser en jouant au rugby. Je pense que Penaud, il pêchait physiquement parce que bah, pas de préparation cet été, parce qu'il s'est marié, il est parti en lune de miel. J'imagine qu'il a pas pesé tout ce qu'il bouffait et qu'il a pas regardé ses macros à la loupe. J'imagine que le matin, il est pas allé courir non plus sur la plage de l'hôtel aux Maldives ou je sais pas où. Il avait peut-être un mois et demi, 2 mois de retard à l'allumage parce qu'il a dû faire des excès et qu'il n'a pas fait sa préparation physique. Mais là, je crois qu'il y est en fait. Je crois que physiquement il y est et quand physiquement il y est, bah, il s'amuse au rugby et ce mec, il est. Moi, j'adore Damien Penaud. Ouais, carrément. Je suis d'accord avec toi. Mais de toute façon, depuis la tournée de novembre, hein, moi, je l'ai trouvé très bonne cette tournée. Contre l'Afrique du Sud, il a fait un gros match. Et après, alors effectivement, Fidji et tout, il n'a pas été trop servi, mais il s'est filé en défense. On voit qu'il était présent physiquement. Et là, Bulls et les Scarlets sont vraiment très bons matchs. Il est impliqué sur plein d'essais. Comme tu dis, il dézone beaucoup.
J'ai adoré l'essai de Mathieu Jalibert sur la relance de Pagerello. Tu as Mousquet, Louis, Penaud, Mathieu qui sont dans les 15 mètres. Donc en fait, ils sont tous là-dedans. Donc c'était assez rigolo à voir. Mais ouais, derrière, on commence à être pas mal. Vraiment, Penaud est en place. Louis, bon, il n'a pas été trop servi, mais dès qu'il a un demi-ballon, bah, il va marquer. Il y a Mathieu qui nous fait encore un match. Alors, il a fait quelques scories, mais il nous fait encore un match de fou furieux où il fait ce premier petit par-dessus qui est impossible à faire parce qu'il est sur la défense, ça va tellement vite et il arrive En plus, ce qui est bien, c'est que je pense qu'il y a 3 ou 4 ans, il serait tombé sur les secondes lignes. Et là, même lui, physiquement, tu sens qu'il est mieux, etc. Parce qu'il fait le forcing pour passer parce qu'il voit que le ballon. Et ça, je pense qu'aussi c'est un changement. Tu sens vraiment un gros changement d'état d'esprit de Mathieu depuis. C'est devenu vraiment un leader. Tu vois, pas qu'un leader technique, vraiment un leader de jeu qui montre l'exemple. Parfois, il fait des retours en défense contre les Bulls. Et là, tu vois, il s'acharne pour essayer de marquer. Pareil l'année dernière, hein, contre Northampton, quand il va me gratter ce ballon sur Pollock. Tu sens voilà, le changement de statut et le fait que c'est devenu vraiment un gros leader. Donc ouais, on va se faire plaisir. Et en plus, dimanche, là, on va pouvoir enfin aligner tout le monde, quoi. Tout le monde, encore une fois, comme on l'a fait aux Bulls. Donc on a hâte de tout ça là. Ouais, mais juste pour rebondir un peu sur le trophée d'homme du match de Jalib, moi je l'aurais mis à quelqu'un d'autre, un mec qui nous avait manqué ce début de saison et que tu l'as mentionné à Dylan, j'ai trouvé ultra en canne et il a gagné un nombre de mètres incalculable. C'est Yoram Moefana que j'ai trouvé vraiment sur ce match au four et au moulin et à chaque fois qu'il a pris la gonfle, il faisait des différences. Soit il arrivait à gagner des mètres, soit il jouait après contact. Je trouve qu'il a été extrêmement fort, tout simplement. Je crois que tu mentionnais dans ta vidéo, Yann, que tu as fait de lui, mais vivement qu'on retrouve la doublette Yoram-Nico qui va vraiment nous faire du bien sur la longueur, pas seulement sur un match. Mais Yoram, là, il va arriver, il va avoir le couteau entre les dents, quoi. Ouais, en plus, ce que j'ai aimé, c'est que, alors, il a pas fait comme d'habitude, tu vois, que des percussions. En fait, il a joué comme un 5/8. Il a vraiment fait qu'animer, chercher des passes après contact. Il a systématiquement cherché la passe après contact. Dès qu'il rentrait dans un intervalle, hop, il cherchait. Un moment Penaud, un moment Louis. Et donc, en fait, j'ai hâte de voir ça avec Nico, parce que forcément, Nico, il adore les espaces et il adore la vitesse et il sent bien les coups. Quand tu avais laissé des Fidji ou Tabarassi qui prend une décision, lui, il était tout de suite là. Donc, je me dis, avec Yoram, s'il arrive à continuer en fait ce jeu dans la défense avec ses petites passes, ouais, j'ai vraiment envie de voir ça, quoi. Ça va être une folie. En plus, Nico s'est reposé, tu vois. C'est incroyable. Il a J'avoue, il bien s'est le droit de se transformé en reposer. Sonny Williams, là, un peu, Yoram. J'avoue, il fait des passes après contact dans tous les sens. Après, quand je disais qu'il était moins perforant, c'est que dans les percussions, tu sens. C'est normal, il est encore en phase de reprise et tout, mais qu'il a pas ce truc qu'il avait justement juste avant qu'il se pète, ou même sur le tournoi de l'an dernier ou à la fin de saison, où en fait, sur toutes les percussions, le mec d'en face, il explosait. Il y avait personne arrivé à l'attraper, peu importe, deuxième ligne, 150 bars, faisait exploser tout le monde en fait. Là, tu sens qu'il l'a moins, et en plus, effectivement. Je tempère par rapport à l'adversité qu'il y a en face, ou un mec comme Moefana, qui est honnêtement juste avant sa blessure, qui est dans le top 5 des meilleurs centres de la planète à ce moment-là. Je pense que c'est normal que contre les Scarlets, il arrive à traverser à chaque fois, tu vois. Petite question, le top 5 des meilleurs centres de la planète, c'est selon Rugby Pass ou... Non, je sais pas, Rugby Parce que Pass, je pense que ils si font des c'est tops selon Rugby Rugby Pass? Pass... Ah bon? Ils font des tops, eux, parce que enfin, ils regardent pas les matchs, donc c'est bizarre de faire des tops, non? Ils mettent des mecs qui jouent en NFL l'année dernière quand même, dans le top 100. Ouais, bah ouais, Louis Rizamit, mais par contre, Mathieu Jalibert, apparemment, il s'est mis à la pétanque, donc c'est bien, c'est bon à savoir. Et Thibaut Flamand, il fait du lancer de poids. Voilà, j'ai appris ça, moi, en regardant le top 100 Rugby Pass, donc c'est Pour ceux bien. qui n'ont pas la référence, Rugby Pass, donc, qui est un média sud-africain quand même de base, a sorti un top 100 des joueurs monde sur l'année 2025 où il n'y a pas Mathieu Jalibert, et il n'y a pas Maxime Lucu, il n'y a pas Yoram Moefana, on a deux Bordelais, Louis qui est huitième et Ouais, Damien qui est 15e, quelque chose ouais, comme c'est ça. ça, au 14 Le ou meilleur 15e, joueur ouais. du monde est Sacha Fenberg et Ngomezulu.
Le deuxième meilleur joueur du monde, pardon, est Antoine Dupont qui a joué 4 3 matchs en matchs. 2025. Ouais, ok, les faisons ça. Donc il y a quelques incohérences. Nous, forcément, on a gueulé parce que il n'y a pas de Jalib, pas de Lucu et pas assez de Bordelais à notre goût. Parenthèse refermée. Moi, il y en a un que j'ai bien aimé sur ce match, et je l'ai déjà mentionné vite fait tout à l'heure, c'est Martin Pagerello que j'aime beaucoup quand il joue tout. Alors là, on pouvait, parce que c'était les Scarlets en face, c'est vrai qu'il y a certains matchs où il faudrait moins le faire. Mais ce que j'ai beaucoup aimé par rapport à Yann, par exemple, l'an passé, Yann Lesgourg, c'est que en fait, quand le ballon n'est pas propre, qu'il sent qu'il ne va pas pouvoir l'éjecter rapidement, plutôt que d'attendre ce que faisait Lesgourg, et souvent ça nous coûtait des pénalités où on perdait des ballons. Là, sur ce match-là, il y a trois ou quatre situations où en fait il va juste mettre un grand coup d'épaule, et puis tant pis, c'est pas lui qui fera l'éjection derrière, et ben, ça permet de justement garder le ballon et ne pas se faire pénaliser bêtement. Donc il n'hésite pas vraiment à aller au soutien offensif, malgré son poste où il devrait plutôt jouer le ballon. Ouais, tu as raison. Et en plus, alors pour le coup, c'est vrai qu'en début de saison, parfois, il en faisait trop et il faisait des boulettes. Là, je trouve que alors effectivement, le match, beh, t'amène à faire beaucoup plus de jeux, mais je l'ai trouvé assez «sobre» entre guillemets. Ses prises de risques, elles sont contrôlées, quoi. Tu vois, il m'a pas tenté une chistera dans les 22, par contre, il m'a joué vite un ballon parce que, il a vu qu'il avait, Mathieu à côté et cetera. Pareil comme tu dis, à un moment, il y a un ruck un peu lent, il fait une feinte de passe et il arrive à s'engouffrer. Non, ouais, je l'ai trouvé, extrêmement propre, il a plutôt bien animé, il a bien suivi Mathieu, bah, lui, c'est pareil, hein, le problème, il faut qu'il puisse s'intégrer dans cet effectif, il est arrivé, il a été propulsé numéro un parce que, Max s'est pété, enfin voilà, il faut et en plus, il est arrivé dans une équipe où, tu avais, 5 ou 6 pétés, donc derrière, donc tu vois, tu t'intègres, mais pas avec les mecs qui étaient des cadors avant, quoi. Tu avais pas Buros, tu avais pas, Moefana, tu avais pas Lucu, Mathieu, des petits soucis un peu au début, donc ouais, c'était assez compliqué, je pense, pour lui, pour s'intégrer, mais là, il est de mieux en mieux et heureusement parce que, de toute façon, il y a la période la plus importante qui va arriver, qui va être les faux doublons, les doublons et on aura besoin de lui, quoi. Ouais, et puis enfin, c'est important de le rappeler à chaque fois, c'était pas censé être le numéro un. En fait, lui, vraiment, il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, le pauvre, parce que il arrive avec une idée quand même assez claire, surtout que c'est Max Lucu en face. Donc, t'as le mec qui est bah, le numéro 2 indiscutable de l'équipe de France, qui est quand même un monstre qui a fait une saison incroyable, qui a été monstrueux partout, qui est l'homme du match de la finale de la Coupe d'Europe. Enfin, tu vois, t'arrives, et le mec devant toi, il a un statut, il a aussi 6 ou 7 ans de plus que toi. Donc tu sais que normalement tu es censé faire des fins de match quoi. Et là tu te retrouves à faire tout le match et à apprendre un système de jeu effectivement avec des mecs en plus derrière, t'as pas Buros pour te suppléer dans l'animation et tout, enfin tu te retrouves à tout faire. Là il a fait le match qu'il devait faire. Je pense que honnêtement il a fait exactement ce qu'il devait faire. La Champions Cup ça lui va bien aussi, hein. Ça va bien à son style de jeu de tout tenter, prendre tous les espaces et tout, ça lui va mieux que le top 14 je pense. Surtout sur des matchs sur des 70, 65, 70 minutes. Mais par contre, moi, je suis toujours très content du recrutement en numéro 2 pour faire des 15 minutes, 20 minutes par là et faire justement des feuilles pleines pour reposer Max de temps en temps. Moi, je trouve que c'est un super, super numéro 2. Tiens, d'ailleurs, c'était assez intéressant aussi de voir que, bah, typiquement, Yannick Bru a préféré faire entrer Arthur Retière à la place de Pagerello, plutôt que, moi je pensais que c'était plutôt ça qu'à la place de Louis Bielbiarré. Alors, est-ce que c'est parce que il veut tester, il veut installer un peu Retière sur des bouts de match en neuf? Parce que moi je pensais qu'il allait plutôt privilégier du coup le repos de LBB. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Bah, après, de toute façon, Yannick Bru, mine de rien, il aime quand même beaucoup le 6-2. Alors même s'il l'utilise moins parce qu'on a des pétés partout, c'est quand même un mec qui a un coach qui adore les 6-2. Donc forcément, Retière, c'est le joueur un peu idéal, quoi. Sachant que Max, est un mec qui peut tenir 80 minutes et qui peut facilement décaler en 10. Et Retière, pour le coup, alors moi, je suis pas fan du tout en neuf, mais ses 2 ou 3 dernières rentrées, elles étaient extrêmement propres. Alors effectivement, il a pas un énorme pied, mais par contre, il arrive bien à gérer les temps, il arrive à attaquer un peu la ligne, il est toujours aussi pénible dans les rucks. Donc je pense qu'il y a cette idée-là, quoi, de lui donner l'expérience parce que, voilà, dans les matchs qui vont compter, si tu pars un 6-2, Pagerello, il peut jouer qu'un poste, quoi.
et alors que Retière, il peut rentrer partout, comme en finale, où il était rentré à l'aile et après, Louis avait décalé en 15. Donc je pense que c'est vraiment dans cette optique-là, sachant que tu prends pas des masses de risques dans ce type de match, quoi. Entièrement d'accord avec ça. Je pense vraiment que c'est pour le tester, pour lui faire prendre aussi du temps de jeu en neuf, parce que il avait été. Enfin moi c'est pareil, je suis vraiment pas fan de Retière en neuf. Je trouve qu'il a pas en fait, il excelle pas sur les fondamentaux du poste. Donc c'est vrai que, enfin il est en neuf pur, il est en dessous d'un Uto par exemple, tu vois. Et du coup, sauf qu'effectivement, c'est un super couteau suisse et que quand tu fais du 6-2, bah, quand le mec il couvre trois postes derrière, bah, tu rajoutes Rayassi, tu mets Rayassi et Retière et en fait, toute ta ligne arrière, elle est couverte. Donc du coup, je pense que c'était pour lui faire prendre du temps de jeu, lui faire prendre de la confiance en neuf aussi, parce que ça, c'est des postes 9, 10, tout ça, c'est vraiment des postes d'habitude, tu vois. C'est des postes où, d'habitude et de confiance. Il faut être en confiance pour tenter des trucs. Il faut avoir confiance en ton jeu au pied, en ta qualité, en ton coup de jeu, en ton coup d'œil, pardon, en ta qualité d'animation. Faut être sûr de toi. Faut avoir tes réflexes avec un 10. Faut avoir tes réflexes avec ton 12. Enfin, du coup, je trouve pas ça délirant. De lui faire prendre 10 minutes par-ci par-là en 9 sur des matchs où tu peux te permettre effectivement comme disait Yann où tu risques rien en fait parce que tu vas pas lui faire tenter en quart de finale de la Champions Cup contre une grosse équipe, enfin tu vois là au moins je pense que c'était pas mal de le faire rentrer comme ça. En plus, oui, de ses dernières rentrées sont propres en neuf. Il est toujours pas extraordinaire et il a toujours pas des fondamentaux du poste monstrueux. Mais il fait la maille et en fait, ça peut être game changer sur le long cours et à la fin de la saison. Ouais, moi, je suis assez d'accord. C'est vrai que assez surpris de ne pas voir Louis. Enfin, en fait, tout le monde enfin, tout le monde en fait regarde les minutes jouées par Louis et même Damien ou ceux qui jouent le plus. Mais c'est vrai que ça fait sens pour la suite. J'ai deux autres points positifs, moi. Après, j'aurais fini et après, je sais pas si vous en avez d'autres. La première, c'est un petit plaisir perso, mais cette petite passe de jouer pour Louis sur l'essai Duberty, elle m'a régalé. C'est typiquement ce que j'aime avec Carberry, c'est trouver le bon mec au bon moment dans le bon espace. Et la deuxième point positif, c'est que quand tu regardes un peu notre 15 type titulaire, enfin notre 15 type du coup, mais là on avait quand même 9 absents. C'est-à-dire qu'on n'avait pas Maxime Lamotte, Carlou Sadi, Cyril Cazot, troisième ligne, bah, du coup quasi complète, Woki, Duprez, Gazzotti n'était pas là, Lucu n'était pas là, Deporter n'était pas là. Et Bureau, c'était pas là. Donc il y avait énormément d'absents. Et finalement, en fait, tu vois que bah, ça roule, quoi. On se pose pas tellement de questions. Parfait. Bah, de toute façon, quand tu as un peu de marge, c'est l'avantage. Mais ouais, en tout cas, ouais, ça fait plaisir parce qu'il y a des mecs qui avaient vraiment besoin de récupérer. Je pense notamment à Woki et Nico. Je pense que c'était extrêmement important qu'ils coupent là-dedans. Surtout après l'Afrique du Sud. Woki, Gazzotti, Duprez, tu m'as mis en demi-molle un peu, pardon. Je vais pas te mentir. C'est ça, quand on va pouvoir aligner, on verra si ça se moque et si ça parle de troisième ligne yaourt ou je sais pas quoi là, mon cul. On va pouvoir aligner un pack quand même. Si les étoiles s'alignent au niveau des blessés, on va pouvoir aligner un sacré pack quand même à un moment donné, hein. Oui, un jour ou l'autre. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ce yaourt est quand même plutôt délicieux, plutôt onctueux quand même. On se régale. Mais vu que Gazzotti est out 3 mois, alors ça commence à faire 2, 3 semaines qu'il est blessé, mais il va pas être là tout de suite. Donc peut-être qu'on pourra aligner cette troisième ligne au meilleur des moments. Donc, attendons de voir comment ça se goupille. Est-ce que vous avez d'autres points positifs, vous, où on a fait le tour Non. Non, c'est bon. Bah écoutez, je vous propose qu'on passe au petit point classement. Et du coup, au point de classement de cette Champions Cup, on va jeter un œil du coup aux autres matchs de la poule. Donc il y avait deux autres matchs, deux matchs très serrés, un peu comme celui UBB Scarlets. Les Saints ont collé 50-5 aux Bulls qui étaient venus en tongs de Pretoria à Northampton. Et les Bears ont collé 61-12 à la section paloise à Bristol. Bon, on espère pas prendre 61-12 là-bas, parce que moi j'y vais au match et du coup ça me ferait un peu de peine de passer mon dimanche et prendre 60 pions. Ou alors je ferai la chenille, je ferai comme les Bayonnais. Où est-ce qu'ils étaient les Bayonnais? Je C'était au sais Queens, plus. Ils étaient au enfin, Queens. je sais pas où c'est, Harlequins, Ou je c'est sais pas. à C'est à Londres? Londres? Ouais, Ouais, c'est à bon, bah. Londres. Oui, c'est vrai qu'il y a Marcus Smith qui a fait des petites choses sympas. Mais du coup, ce qui nous fait deux équipes à 10 points, donc Northampton et l'UBB.
Les Bears ont que 9 points entre guillemets parce qu'ils se sont imposés d'1 point. C'était un petit score, genre 12-13 aux Scarlets. Et bon, derrière, il y a la section paloise qui a 0 points. Ça, c'est quand même surprenant. Quand on voit le match qu'ils ont fait à Chaban, on se disait pas qu'ils allaient pouvoir faire 0 points en 2 rencontres. D'autant que, comme tu l'as souligné, Dylan, en fait, ces matchs-là, ça peut te mettre dans une super dynamique, comme ce qu'on espère pour l'UBB et ce qui a déjà été le cas, par exemple, la saison passée, etc. Mais te prendre des 60 pions dans la tronche avec des blessés, etc., ça peut aussi te casser cette belle dynamique que tu étais en train de construire. Ouais, carrément, c'est une possibilité, hein. Ouais, puis Pau, je pense que. Enfin, en fait, c'est un peu bâtard parce que Pau, il se retrouve à une place. En plus, là, ils sont premiers, du coup, avec les 2 points qu'a perdu Toulouse. Donc, ils se retrouvent dans une situation qui, je pense, ils espéraient même pas au début de la saison. Donc, du coup, quand tu te retrouves dans une position comme ça en top 14, en fait, t'as peur de jouer à la Champions Cup parce que t'as peur de péter tes gars, t'as peur de pas être capable de jouer sur 2 tableaux parce que Pau, ils ont pas la profondeur d'effectif de Toulouse, hein. Attention, hein, tu vois, ça joue très bien quand t'as les 15 titulaires et puis même quand t'as les 23, t'as des très bons jeunes qui arrivent à suppléer, même en l'absence par exemple d'Atisogbe et tout. Mais quand tu commences à plus avoir Atisogbe, à plus avoir Gaëton, t'as peur de péter aussi Arfeuil, Grand Didier et tout. Enfin, tu vois, ça peut aller vite. C'est une très belle équipe qui joue très bien, mais je pense que c'est pas. Ils sont pas encore assez mûrs et ils n'ont pas une profondeur d'effectif qui leur permet de jouer les 2 tableaux. Nous, si on continue à recruter, et puis si depuis 2 3 ans on recrute dans cet angle d'étoffer l'effectif et qu'on recrute des numéros 2 par exemple, des numéros 3 à certains postes, c'est pour jouer les deux tableaux, hein. C'est pas que pour le top 14, c'est pour être capable de jouer les 2 tableaux. Pau, ils en sont pas encore là dans leur progression. Ça devrait arriver parce que ça bosse hyper bien et surtout ça recrute des jeunes et ça signe des jeunes sur le long terme et tout, donc ça bosse bien. Mais je pense que là, la Champions Cup cette année pour eux, malheureusement, bon bah là, elle est moot, hein. Elle est moot. Après, il te suffit d'une victoire. Du coup, il leur reste quoi? Il leur reste les Bulls et les Scarlets, du Ouais, coup. c'est ça. Ils vont aux Euh, Scarlets et ils reçoivent les Bulls. donc, ils peuvent encore faire une ou deux victoires. Et en fait, dans ce format-là, la Champions Cup, elle n'est pas finie tant que tu as une victoire en poule. Tu finis du coup 16e et tu pars en huitième de finale. Après, effectivement, tu vas te déplacer Ouais, c'est ça. n'importe quoi, voir le Queens par exemple, ou une grosse écurie. Forcément, ce sera beaucoup plus simple, mais tu n'auras pas encore fini tout à fait ton parcours. Et si tu fais reposer tes mecs maintenant, peut-être que en février ou je ne sais plus quand est-ce que mars, la reprise ensuite des phases finales de Champions Cup, tu peux tenter des coups. Après, c'est 4 matchs, 4 matchs à gagner. Après, à l'extérieur, forcément, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Toujours est-il que ce ne sera pas encore totalement moot, comme tu dis. Nous, on joue les Saints à la maison à Chaban. C'est le dimanche 11 janvier à 16h. Bon, ça, je pense que ça va être à guichet fermé très très vite. C'est la finale, un petit peu. Enfin, en tout cas, Ouais. c'est une première finale sur ce groupe. Parce qu'après, il faudra toujours aller gagner à Bristol. Bon, ça c'est normalement beaucoup plus à notre portée. Non pas que les Saints ne soient pas à notre portée, mais ça semble quand même plus probable. Les Saints, il faudra se les coltiner à la maison. Ouais, bah, de toute façon, c'est l'objectif, hein. C'était la finale, on le savait avant, là, ça se confirme. Après Bristol, je crois qu'ils doivent partir aux Bulls, hein, donc ils vont prendre une volée là-bas, à mon avis. Donc eux, pareil, enfin, ils pourront pas terminer premier. Si on fait le taf contre les Saints, on sera quasiment sûr d'être premier, hein. Donc voilà, mais il faudra faire le boulot. Il faudra faire le boulot parce que ça va être le gros match. Je pense qu'on a l'équipe pour, parce qu'en plus, vu ce qui arrive, enfin les retours qu'on espère là, tu vois, il y a des bons retours qui vont arriver en troisième ligne. Tu as des grands monsieur qui reviennent, qui s'entraînent, qui vont s'entraîner cette semaine. Donc à mon avis, en janvier, on sera bien complet, même en troisième ligne. Donc je pense qu'au complet, on peut les battre. Non, moi j'ai pas trop de doute sur le fait que à Chaban, dans un match de poule où c'est pas une finale, c'est pas la vie à la mort, qu'on soit au-dessus de Northampton, surtout si effectivement on est au complet et qu'il y a Jean-Luc Duprez et compagnie qui reviennent, hein, où il va nous falloir quand même de la densité parce que ça cogne devant. On a quelques joueurs, Coles, qu'est-ce que c'est un extraterrestre lui vraiment. On a quelques lions britanniques, ça joue bien au ballon, enfin c'est une très très belle équipe Northampton, mais je pense, et c'est ce que j'avais dit l'an dernier aussi avant la finale, je pense que c'est juste un cran en dessous de nous, un peu partout. Et à Chaban, dans ce contexte-là de remake de la finale, du coup eux ils ont une vengeance à prendre, mais nous on a vraiment un statut à défendre.
avec une équipe au complète. J'allais dire, je suis pas inquiet. Si, je suis inquiet parce que c'est quand même Northampton et c'est une grosse équipe. Mais ils me font pas peur plus que ça. Et je pense on va réussir à finir avec 20 points en tête du groupe. Puis rien que, de toute C'est façon, beau. il y a un levier qui est quand même très très simple, hein, c'est que Henri Pollock. exactement, t'es Yannick Bru, tu dis, les gars, si on déconne, on va se prendre des célébrations d'Henri Pollock dans la gueule pendant 6 mois. Donc ne le laissez surtout pas gagner ce match, parce que sinon on va en prendre plein les oreilles Ah, il va pendant... afficher sa gueule partout dans les vestiaires pendant un mois là. Je t'ai dit que Ouais. là, il a déjà commencé, je pense, dans les calendriers de l'avant et tout là, à mettre la tronche de Pollock parce que Ah là, il va ah, se ça va prendre les son chauffer. pouls, Ouais. il va se prendre son pouls H24. Ouais. Non, et puis Chaban, non mais il me tarde trop ce match, Match ça incroyable. va être Ça va être incroyable. extraordinaire. Donc le dimanche 11 janvier à 16h. Alors d'ici là, on aura du coup 3 matchs de top 14. Le premier, c'est la réception de Toulon ce dimanche. Ensuite, on ira à Clermont pour le Boxing Day, il me semble que c'est le 27, quelque chose comme ça. Et ensuite, il y aura encore un match début janvier où là, on reçoit le Racing. Le Racing qui nous avait tapé à domicile, enfin à l'extérieur du coup pour nous, en septembre. Un très joli match qu'on avait oublié de jouer, c'est con. Mais du coup, il va falloir se rattraper à domicile. Et ce qui fait qu'on a quand même un sacré calendrier quand même d'ici là. Mais bon, voilà pour le point classement de cette Champions Cup. On va tout de suite passer aux actus du club. Et la première actualité du club, c'est une recrue. Alors, Laurent Martin nous avait dit on n'a plus de place sur le salary cap, on est à fond, on ne peut plus rien recruter. Bon, visiblement, on a quand même trouvé deux, trois arrangements. Alors, peut-être pas des arrangements au Fidji ou je sais pas où, mais toujours est-il que on a un certain Alexander Moon qui rejoint l'UBB en provenance de l'Aviron Bayonnais. Il est toujours d'ailleurs seconde ligne à l'Aviron. Il a joué 23 matchs la saison passée. Je crois qu'il en est à 5 ou 6 cette saison. Il est actuellement blessé à la cheville. Il devrait remplacer Johnny Gray. C'est un non-gif. Il a 29 ans. Voilà. Est-ce que vous avez un avis sur ce joueur? Bah, ça va être enfin, c'est vraiment un copier-coller de Gray. C'est-à-dire que c'est un joueur. Alors, c'est pas un joueur qui va être visible. Tu vois, je commence à faire à regarder les matchs pour faire des vidéos sur lui là. Et c'est pas un gros porteur. C'est pas un mec qui va t'emmener 15 secondes, qui va mettre des culs de partout, malgré qu'il ait un physique qui est imposant. Par contre, en fait, c'est un joueur qui est spécifique aux tâches de l'ombre. Donc, tu vois, ça va être les déblayages, les molles portées, son impact en mêlée. Parce que même si en Angleterre, il était numéro 4, en fait, en Angleterre, parfois, c'est un peu inversé. Donc, le 4, il pousse en 5. Donc, voilà, c'est vraiment un joueur pour stabiliser ta conquête. C'est pas un joueur comme Caso qui arrive à porter le ballon ou même Coleman qui est plus complet. C'est vraiment le joueur qui. La stat où il excelle le plus, c'est le plaquage, en fait. Et comment il est complète. Vraiment, vraiment ça. Mais voilà, c'est pas un joueur qui va flamboyant, enfin je sais pas comment dire, mais tu vois, t'as l'impression qu'il traverse les matchs, tu le vois pas, mais il est tout le temps titulaire. Donc si tous les coachs le mettent titulaire, que ce soit à Northampton, à Bayonne l'année dernière, c'est qu'en fait c'est un mec extrêmement important dans des tâches qui sont pas du tout visibles, tout Ouais, simplement. c'est Gray en plus jeune. C'est vraiment comme ça que je le vois. On, on prend, enfin, Gray s'en va pour faire revenir un mec qui a exactement le même profil mais en plus jeune. Et je pense que c'est des profils qu'il nous faut. Gray, quand il était là, quand il était en forme, il a été incroyable, hein. Enfin, il a vraiment apporté, il a énormément apporté à notre pack. Justement, ce qui manquait sur toutes ces tâches de l'ombre, surtout ces mecs qui se donnent dans toute la partie qui est pas visible et qui est pas flamboyante et qui du coup passe des fois un peu inaperçu aux yeux du spectateur. Mais Gray nous a fait beaucoup de bien et j'ai pas de doute sur le fait que ce sera pareil pour Moon du coup. Qui nous fera au moins autant de bien et il est plus jeune. Je sais pas s'il est autant sujet aux blessures que Gray. J'ai l'impression un peu moins. C'est moins un pari que Gray quand Gray est venu à l'UBB quoi. C'est Ouais, parce que sûr. Greg, quand il a signé, il était déjà Ouais, blessé. Exactement. Euh, lui c'est un Moon, sur joueur. les 2 dernières saisons, c'est 23 matchs, Ouais, c'est 24 ça. matchs, 24 matchs encore la saison d'avant, donc c'est un Il mec se, qui peut enchaîner, quoi. il se blesse, mais c'est sûr qu'il n'a pas eu de grosses blessures. Il peut faire ses 20 matchs par saison. Ouais. Effectivement, l'année dernière, il a été blessé quelques temps. Là, il est un peu reblessé en ce début de saison. Mais bon, s'il fait 20 ou 23 matchs, ça permettra à Coleman
d'en faire moins. Ouais, Coleman qui sera dans sa dernière saison, il me semble, l'an Ouais, prochain, mais c'est vrai que c'est un peu un profil dans l'effectif à la Boris Palu, dans le sens où c'est pas le mec qui va être le plus flamboyant, la recrue que tu attends le plus, mais potentiellement c'est la recrue qui va être le plus utile. après, ouais, c'est ça aussi, hein, il faut voir quand il passe dans les mains d'un collectif comme le nôtre, hein, parce que mine de rien, Palu, je l'ai jamais vu comme ça, hein. Et en même temps, c'est peut-être parce qu'on regardait pas suffisamment le Racing, mais et Je me qu'on suis avait des bonnes coltiné des raisons. matchs. Je me suis coltiné un Racing La Rochelle pour faire une C'est vidéo. vrai, c'est vrai. Mais il Tu était pas à sais ce vivre, niveau. toi, hein, tu passes des bons week-ends, hein. Bon voilà pour cette news, mais du coup, bah, c'est un peu ce qu'on disait au moment de la déclat de Laurent Marty quand il disait que on était au max, qu'il n'y aurait plus de recrues, c'est qu'il y avait un petit mot juste avant où il disait on ne sait pas combien on va avoir de crédit sur le salary cap grâce aux joueurs qui jouent avec l'équipe de France au Premium. Bon, visiblement, il y a eu un petit pécule de libéré. Peut-être qu'il y en aura un autre. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous avez un poste, vous, où il faudrait recruter absolument pour la saison prochaine? Non, moi, en fait, j'aimerais bien qu'on prolonge Rayassi. Et après, je pense que on sera pas mal, à mon avis. Après, il y a un poste où forcément j'aimerais voir peut-être du neuf, euh, mais en fait, on a trois et après, on a des jeunes qui poussent derrière, donc c'est à gauche. Donc je Ouais, pense que pareil. là, ça va pas bouger. Mais après, notre effectif commence à être quand même relativement ouais, très complet. Voilà. Il n'y a que le départ de Rayassi qui m'inquiète un peu. Si vraiment c'est acté, moi j'espère qu'on va le re-signer. Sinon, il faudra recruter un polyvalent. Bah, Rayassi, il est en train de se faire au jeu de l'UBB, il est en train de vraiment retrouver son niveau de l'an dernier et même mieux. Il apporte exactement ce qu'il devait apporter. Il est en train de s'étoffer en 15 aussi. Avec la tournée de novembre, il a fait que 15 avec les Fidji et ça s'est vu, donc il est plus à l'aise avec le poste. Du coup, je suis d'accord. En plus, il peut passer au centre, même si pareil, il n'est pas extraordinaire au centre, mais vraiment, ça fait la maille. Je trouverais ça dommage qu'il parte. Je suis d'accord avec Yann. Pour moi, l'objectif, c'est de le prolonger là. Et après, pareil, j'aurais dit à gauche parce que c'est peut-être là où on a quand même des piliers plus que corrects à gauche. Je pense que Perchaud est encore en phase de développement et que petit à petit, on va arriver à maturité et qui va être très très bon dans le futur. Jeff, il est sur la fin. Faut être clair là-dessus. Donc peut-être commencer à préparer la relève et préparer une rotation à gauche. Mais le problème, c'est que tu fais venir qui, tu vois? Parce qu'effectivement, on a fait venir Louis-Marie qui finalement est reparti en prêt. Il y a quand même Boniface qui est là. Enfin, on a du monde à gauche. C'est juste qu'effectivement, on n'a pas de gigastar comme on a à tous les autres postes presque en fait. C'est peut-être là où on a le moins un énorme pilier. C'est peut-être à gauche. Recrutement, je pense. Non, non, on a quatre joueurs sous contrat, plus Zizou qui toque à la porte. Enfin, non, enfin, à gauche, il n'y a pas de sujet. Il y aura un sujet, par contre, dès la saison prochaine pour préparer la suivante avec la retraite annoncée de Jefferson Poirot, la fin de contrat de Bonny. Enfin, il y aura des choses à gérer là-dessus. Autre nouvelle, et ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle, c'est la blessure, ou en tout cas l'opération subie par bah, notre jeune Cracuto. Valentin Ito, qui a été opéré du ménisque donc la semaine dernière. Alors la durée d'indisponibilité est encore un peu à confirmer. C'est quelques semaines, quelques mois, c'est à voir. Je sais pas du tout. On se demandait, tu vois, sur le dernier match, il me semble que c'était contre la section paloise à Chaban, pourquoi il jouait pas plus au pied, notamment? Bah, visiblement, on a quand même un élément de réponse, c'est que son genou le fait souffrir depuis quelque temps. Visiblement, le club voulait un peu éviter cette case opération, mais bon, le timing semble plutôt bon pour lui. Je pense qu'il vaut mieux tôt que tard. Non, mais c'est sûr, ouais, vaut mieux faire de la prévention. Bon, c'est quand même une opération, hein, il est quand même c'est un très jeune joueur, mais voilà, vaut mieux qu'on s'en occupe maintenant avant que ça pète, quoi. Donc surtout qu'on aura besoin de lui, forcément, parce qu'il y aura un vrai doublon ou 2 pendant les tournois à destination. Je crois que c'est un, enfin je sais plus. Mais ouais, donc j'espère qu'il sera remis, pour février-mars, ce serait le mieux, quoi, parce que sinon on va être un peu ça va être un peu juste, quoi.
Ouais, c'était la bonne fenêtre, hein, puisqu'il va être titulaire effectivement en février ou en mars. Je sais plus quand est-ce que c'est pareil le vrai doublon, mais il y a un moment donné où il y aura ni Max ni Martin. Donc il va devoir endosser le rôle de numéro un. Donc on va avoir besoin de lui à ce moment-là. Si on n'est pas bien installé dans le top 6 ou dans le top 4 ou dans le top 3 ou dans le top 2 d'ici là, bah ça peut être emmerdant, tu vois. Parce que si t'as pas de neuf, tu vas pas faire jouer Retière 80 minutes en neuf, ça va être compliqué. Enfin bon, du coup, ouais, moi je pense que c'est le bon créneau pour l'opérer là, tu vois. Ouais, bah, c'est en tout cas le choix fait par le staff et le joueur. Donc, bon rétablissement à Valentin. On a hâte de le retrouver sur les terrains. D'autres qui étaient sur le terrain ce week-end, c'est les Lions qui ont gagné face aux Loups 22-3. C'était dimanche, donc on en a parlé rapidement. C'était malheureusement pas diffusé, donc peu d'infos sur ce match, à part pour ceux qui étaient à Saint-Germain au Bouscat. Alors moi j'ai vu les essais inscrits sur TikTok, je les ai trouvés, il faut que je les retrouve pour les remettre sur X ou sur Instagram. Mais en tout cas des essais inscrits par Duzé, je sais pas comment on prononce. Karl Arbès pour son retour et doublé de Johanna Grisé. Prochain match le 25 janvier, ce sera un déplacement à Grenoble. Donc c'est pas tout de suite, tout de suite. Il y a une petite trêve de plus d'un mois. C'était le dernier match de François Ratier, on l'a dit. C'est une très bonne nouvelle pour les Lyonnes. Je ne vais pas vous demander de réagir dessus parce que vous n'avez pas eu le match comme moi. En tout cas, elle reste à la troisième place de ce championnat d'élite 1, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, sachant que celles qui sont devant, c'est l'ASM Romagna et le Stade Toulousain qui ont battu les Lyonnes en début de saison. Les Réchelles, eux, ont gagné à Rouen. Ça a été compliqué, 18-20. Ils étaient menés à la pause. Des essais de Bobby Bissu, Ruben Pargard et Georgi Kenrava. On reste cinquième sur 6 de la poule sur cette première phase. On reçoit le Stade français. Ce sera ce samedi à 15 h et ce sera bien sur TV7 pour ceux qui veulent voir le match ou aller au stade, c'est encore mieux. Yann, toi, je sais que tu prépares des petits clips des joueurs. T'en as pensé quoi de ce match? C'était un match compliqué, hein. Très compliqué. On est tombé sur une équipe de Rouen, alors qui est pas forcément une équipe très joueuse, mais qui a été très motivée, très agressive, et qui nous a fait un peu mal. Vraiment en mettant des gros impacts, tu vois, plein de pick and go, en faisant la guerre dans les rucks. Enfin voilà, ils nous ont bien fait chier là-dessus. Et nous, on a été trop brouillon. Même si on était au-dessus, tu sens quand même que à force de perdre, eh beh, tu as un manque de confiance criant et donc en fait, tu fais des petites erreurs, des petites scories, tu vois, Georgie, par exemple, il peut me traverser, la ligne d'avantage et après me faire une sautée, dans les chaussettes, ou me faire tomber un ballon, tu vois, plein de petites erreurs comme ça. Pareil, Bobby, qui roule sur 2 gars et puis après il fait un en avant, enfin voilà. Donc ça a été, très, très compliqué. Si je mets en avant des joueurs, j'ai trouvé Bissu encore au-dessus. Donc il marque son essai. Bon, sur un porté, il vole un peu le ballon au talon, mais bon. Mais après, il a été très solide. J'ai bien aimé aussi derrière la Harag. Je trouve qu'il a énormément tenté, énormément animé. Sa petite chistera pour me trouver Georgie était magnifique pour le dernier essai pour repasser devant. Donc voilà. Nos jeunes de la cellulite ont vraiment été pas mal, mais ça a été très brouillon. On sent qu'il y a à force de perdre, tu vois, tu commences à avoir un manque de confiance et en fait, ça se voit clairement dans le jeu, tu vois, tout simplement. Ouais, et puis question bête, mais les mecs de la cellule élite s'entraînent pas forcément avec les autres espoirs, non? Donc du Non, coup, ouais, voilà, en fait c'est con, mais c'est très bien pour les préparer au futur et au haut niveau. Mais là, enfin la saison dernière ça roulait bien et tout, mais cette saison en plus tu t'as fait monter tellement d'espoir parce qu'il y a eu tellement de PT chez les grands que du coup peut-être qu'il y a un manque de cohésion, j'allais dire, mais c'est peut-être pas le mot qui convient, mais il y a peut-être un manque de lien dans cette équipe et un manque d'habitude de pratiquer le ballon ensemble, tu vois. non, mais c'est sûr, hein, quand tu vois la charnière, tu sentais que parfois ils communiquaient pas, enfin ils étaient pas liés. Donc soit ils se sentaient même pareil, les lancements de jeu, on a souvent des lancements de jeu qu'on voit en première où le 12 attaque la ligne et après, ou soit une cellule attaque la ligne et après il essaie de jouer derrière pour le 10 qui est en soutien et en fait le 10 est pas là, enfin tu vois? Donc tu sens
qu'il y a des problèmes de communication, mais même sans ça, c'est vrai qu'il y a eu quelques erreurs techniques. Mais bon, Joseph Larac s'est vraiment bien sorti. Bonne aussi, l'ailier qui je trouve est un des meilleurs derrière chez les espoirs, a été aussi très performant. Donc ouais, on a. Bon, de toute façon, il faut se maintenir. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à regagner pour prendre de la confiance. Donc c'est déjà bien d'avoir gagné. Tu vas nous faire qui comme joueur en vidéo? Bah, Joseph, je pense que c'est sûr. Bobby. Et après, je vais voir si en regardant le match, je vais trouver quelqu'un qui m'a un peu marqué. Mais ouais, Ok, bon, déjà bah, deux sûrs. ok, bah, ça sera retrouvé du coup sur le compte Twitter de Yann Tuisova UBB. On le mettra aussi sur YouTube et sur les différents réseaux sociaux. Trêve d'actu, je vous propose qu'on s'attaque au dur, parce qu'on a déjà quasiment 1h15 d'émission, pour parler du match de dimanche. Et ce dimanche soir, l'UBB recevra le RCT en match de clôture de cette journée de top 14. Euh, Toulon, gros morceau, troisième du top 14. C'est clairement une équipe donc déjà qui nous avait battu chez eux la saison passée, mais on avait galéré quand même à domicile contre eux. Il va falloir s'employer et mettre une grosse équipe pour ce match. De toute façon, il va falloir qu'on mette la meilleure, hein. Voilà, de toute façon, on les a pas souvent en plus tous ensemble là. Et du coup, là, ça va être un vrai test. En plus, un dimanche soir, je pense que y aura le staff va pas réfléchir très longtemps. On va mettre la meilleure équipe possible. Donc les 9 absents, enfin les 9 absents, les 5 absents qui étaient pas présents, seront soit titulaires, soit dans les 23. Je pense notamment à Max Lamotte ou Oki, qui vont réintégrer le groupe, Max Lucu aussi, des porteurs. Enfin voilà. De toute façon, il va falloir qu'on mette la grosse équipe parce que, alors je sais pas avec quelle équipe vont venir le Toulon, parce que forcément, bah, ils ont un calendrier comme nous, ils ont des blessés comme nous, et après ils jouent la Champions Cup. Donc ils ont fait quand même 2 gros matchs avec, il y a certains mecs qui ont enchaîné. Je pense notamment à Kyle Sinclair qui a fait 80 minutes contre Basse. C'était un gros combat. Donc là, il va falloir parfois gérer des mecs. Mais après, Mignoni, c'est comme Yannick Bru, c'est pas un mec qui va faire des impasses. Il va peut-être amener de la rotation, mais on va retrouver des mecs qui vont sûrement enchaîner. Tu vois, je pense à Luc Kessi qui revient de blessure, le talonneux qui a été très bon. Olivon, pareil, il n'a pas fait beaucoup de matchs. Je pense qu'il va enchaîner. Tu as peut-être Matteo Garça qui va faire jusqu'à janvier, puisqu'après, ils ont recruté le 10 argentin, donc il fera peut-être un peu plus banquette. Donc je pense que voilà, il va avoir une équipe mixte. Peut-être que des mecs comme Sinclair seront pas présents parce qu'eux, ils ont fait un gros combat. Mais tu vas quand même avoir du Ribans parce qu'il va revenir de sa suspension, de sa blessure. Il avait une petite alerte, mais je pense qu'il va rejouer. Tu auras Gigashvili aussi, le droitier géorgien qui a commencé à recourir. Donc peut-être que Gros sera pareil au repos, mais tu auras soit du Priso, soit du Bredan. Donc ouais, on risque d'avoir un très gros pack. C'est un peu derrière où ils sont un peu plus en difficulté parce que Gabin Villière est juste en phase de reprise. Ils ont pété Jaminet. Paris Au, Jaumont aussi qui est out, non? ouais, donc tu vois, il y a lui qui est out. Au centre, bah, ils ont quelques anciens, donc peut-être, je sais pas où en est Nonou, mais après il y a Saint-Zel qui a quand même beaucoup enchaîné, Brex pareil. Donc ouais, derrière, je pense que ce sera plus derrière où il y a des rotations. Devant, on devrait avoir un pack similaire si tu écartes les mecs qui ont beaucoup joué à l'OSC, Sinclair, peut-être Mercer aussi qui a beaucoup joué. Mais on va avoir une grosse équipe de Toulon, donc nous, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faudra qu'on mette la meilleure équipe possible. Bah, l'an dernier, en fait, c'est ce qui s'était passé. Effectivement, ils avaient fait tourner, mais comme dit Yann, Mignoni, c'est comme Bru. Il fait pas tourner, il n'envoie pas 15, enfin 23 espoirs non plus. Et du coup, ils font des équipes mixtes un peu, et c'est ce qu'il avait fait l'an dernier, et ça nous avait bien fait chier. Jusqu'au bout du match. En fait, là, ça tombe en plus, c'est un match d'hiver. C'est Yannick Bru qui l'a dit. Là, on se tape 2 matchs d'hiver. Un dimanche soir à 21h, le match d'hiver contre Toulon qui vient chez toi, c'est un match traquenard. On va pas se mentir, c'est un match qui pue. Toulon, effectivement, va y avoir des membres, enfin des titulaires qui vont tourner, ça c'est sûr. Mais s'ils envoient le pack que vient de décrire Yann, va quand même falloir être solide sur les appuis pour pas les laisser prendre trop d'avance non plus, parce qu'ils sont devant nous au classement, ils sont troisième. C'est le moment de les rattraper.
Là, c'est le moment, c'est important. C'est un match qui est important. C'est un match, en plus, qui, effectivement, dans ce qu'on disait tout à l'heure, dans la dynamique de la Champions Cup, où le match contre les Bulls, etc., tu as repris de la confiance, tu as repris confiance en ton jeu, tu t'es rappelé que tu étais champion d'Europe, au fait, et que tu étais finaliste du top 14, que tu as été jusqu'en prolongation avec Toulouse. Tu es une très grande équipe aujourd'hui. Tu dois pas perdre ce match contre Toulon. Et tu dois continuer sur ta bonne lancée. Le match contre Clermont, c'est autre chose. C'est un autre sujet. Ce match-là, par contre, à mon avis, il est coché très très fort par le staff et par les joueurs. Je pense qu'on va envoyer la méga équipe. On va envoyer tout ce qu'on a de mieux en présence, tout ce qui n'est pas blessé, on va l'envoyer. Et qu'on va tenter un gros coup sur ce match. Je crois que j'ai eu un petit freeze. Ouais, c'est bon, c'est bon, on t'a récupéré. Ouais, je crois que j'ai eu un freeze. Hop, ouais, du coup, je disais, enfin, je sais plus où j'en étais quand ça a frisé, mais match coché par le staff, par les joueurs, match ultra important. Il faut le gagner. Important au niveau du classement, mais hyper important au niveau des tronches. De dire, on est toujours sur cette bonne dynamique. J'allais dire, on a transformé l'essai, hein, l'image se fait toute seule, mais on a transformé l'essai de ce qu'on a fait pendant la Champions Cup. On le fait contre. Là, en fait, moi, je trouve que ça tombe bien que Toulon arrive à ce moment-là de la saison. Parce que c'est un match qui peut. C'est pas le match charnière, pour moi, c'était vraiment les Bulls, mais c'est le match qui peut confirmer que ça y est, t'es relancé. Ta saison, elle est relancée. Bon, le match contre Pau, c'est un problème. C'est le passé, mais on s'est troué. On a grillé un joker. Là, faut gagner, faut gagner avec la manière en plus. Ouais, je suis assez d'accord. Tu vois, petite question d'ailleurs qui peut être intéressant quoi, de faire un peu pour chaque équipe. Un joueur de Toulon que vous aimeriez voir à l'UBB, donc en gros, il faut prendre aussi un peu en compte les forces, faiblesses de l'UBB, parce que bon, on pourrait répondre d'emblée à Baptiste Serin, mais pour le côté un peu attachement. Mais si vous deviez prendre un joueur, piquer un joueur, on ne prend pas en compte le salary cap, etc., au RCT, ce serait qui? Ah, moi j'en ai deux. Alors déjà, c'est pas derrière, hein. Je prends personne derrière. Je pense que je garde ma ligne de trois quarts parce que je pense que c'est la meilleure d'Europe, voire du monde. J'ai deux, en fait. J'ai le facile parce qu'on a nos difficultés, c'est gros, ce que je trouve très fort. Mais celui-là qui m'impressionne et je trouve que c'est un leader et il est incroyable, c'est Olivon, en fait. Il sait tout faire. Il est trop fort. Il est fort en touche. Il est fort avec le ballon. Il marque des essais. C'est un capitaine. C'est un joueur incroyable d'ailleurs qui, je pense qu'il va rapidement redevenir le titulaire indiscutable en 7. Il est, il est trop fort. Contre basse, il a tout fait, quoi. J'allais dire Olivon aussi, c'était le choix évident pour moi. J'aurais dit Priso. J'avais deux joueurs, moi aussi. Priso il joue des deux côtés. C'est moins fort, moins dominant peut-être que Gros, mais là il commence à jouer des deux côtés. Dans le profil enfin, si je le mets dans notre effectif, Priso, il irait très très bien dans notre effectif. Enfin, il nous ferait beaucoup de bien. Et après Olivon, ouais, Olivon, tout comme Yann, hein, c'est le parcours du mec, les blessures de malade, sa blessure à l'omoplate où le médecin lui dit alors déjà si tu arrives à reporter un sac de course, on en reparlera. Alors le rugby professionnel, pas de suite. Bon, le Gonze, il est revenu et il a cassé des culs, mais alors il est fort partout, tout le temps. C'est moi, Olivon, c'est un de mes joueurs préférés depuis longtemps. Je le trouve monstrueux au-delà du côté leader et tout, même en tant que joueur, c'est un immense joueur de rugby. C'est l'avant qui a marqué le plus d'essais de l'histoire de l'équipe de France. Il y a aucun essai qu'il a volé, hein. À chaque fois, c'est des enjambées, il casse les lignes, il est toujours au bon endroit au bon moment. Enfin, il est impressionnant. Moi, vraiment, immense joueur. Il a tout pour lui. Ok, bah du coup, moi, pour pas rester Olivon, c'est effectivement celui que j'avais en tête. Tu vois, je vais prendre un arrière qui s'appelle Baptiste Sorin. Parce que je me dis, la doublure parfaite de Maxime Lucu, il va pas en équipe de France. Enfin, on remarque, ou en tout cas, il joue pas avec l'équipe de France. Donc voilà, je prends lui. Ça peut être Gaël Dréan aussi pour remplacer Rayassi l'an prochain, tu vois, ce genre de petit joueur, quoi. Dréan, j'avoue. Ouais, Ouais, Dréan, j'avoue que quand même, hein. Bah, très ce beau serait une joueur. petite plus-value par rapport à Enzo Rebier, je pense. Ah bon? Un peu au-dessus, ouais, effectivement. Voilà pour Toulon, je vous propose qu'on fasse rapido, parce qu'on a déjà parlé rapidement, mais la composition qu'on voit à peu près. Bon, effectivement, je pense que l'idée là, c'est
mettre toutes les forces en présence. Première ligne, Poirot, Lamotte, Sadi, avec sur le banc Perchaud, Barlow, Tamifuna. C'est difficile de faire mieux là. Non, très bien. Bah, Oui, c'est nos 6 avant, enfin notre première ligne parfaite. Enfin voilà, il n'y a rien à dire, hein. C'est notre première ligne en finale que tu alignes en finale, quoi. Ouais, ouais, oui, oui, ouais, clairement, je pense. Sur la deuxième ligne, Palu Coleman avec sur le banc Johnny Gray. parfait aussi. On peut inverser éventuellement Gray et Palu. Ouais, le Palu, le problème, c'est que Ouais, je pense qu'on le fera jamais reposer, quoi. Enfin, ouais. peut-être à Clermont, mais je pense qu'il va encore enchaîner, hein. Alors, j'allais dire, Je... il va falloir qu'il souffle à un moment donné quand même, Palu là. Et faire rentrer Gray, je sais pas, mais Palu, il va falloir qu'il souffle, hein. C'est c'est Bah, n'importe quoi là. il va souffler quand Caso sera revenu. Ouais, Ouais, mais parce que eux, en plus, quand tu joues au deuxième ligne, 80 minutes, c'est pas 80 minutes de Loulou ou de Damien, hein. On adore compter les minutes à chaque fois de Loulou sur Twitter. Dès que Loulou et Penaud ils sont titulaires, tout le monde est là, il fait ah, faut les faire reposer. Pff, le mec, faudrait pas qu'il joue de l'année. Par contre, devant, personne s'en inquiète jamais. Quand tu fais 80 minutes en 4, et puis tu glisses des fois aussi, enfin, ce qui glisse des fois en troisième ligne, il remonte dans la cage, enfin, il arrête pas. C'est énergivore, hein, de faire de faire des feuilles complètes dans le 5 de devant. Donc, pas lui, il va falloir qu'il souffle quand même, hein. Moi, ça m'inquiète un peu. carrément, ouais. Mais bon, je le vois pas. En fait, il y a des moments où on se disait, c'est bon, il va souffler, et il a pas soufflé. Donc, Non, non, donc, il a fait tous ben les ouais, donc, matchs possibles. C'est le seul avec Mathis Perchaud. à mon avis, il va enchaîner, hein. Mathis, pareil, hein, on disait un joueur fragile, bon, et il scoltine des mêlées, et puis il fait qu'enchaîner, hein. Ouais. Ah non, et puis bon, après, c'est très bien, hein, mais effectivement, au bout d'un moment, là, avec le retour de Boniface, il va, soit ce match-là, soit le match d'après, il va prendre une petite semaine de vacances. Troisième ligne, Woki, Mathieu, Vern Taillefer, avec sur le banc Jacobs. De toute façon, il n'y a pas énormément d'autres choix à part Gardera et Bissu, il me semble. C'est ça, Euh, ouais. Là, je propose un banc 5+3 du coup. Vous en pensez quoi? Moi, ça me va. Je sais pas quand on reprend Beauchaton. Je crois qu'on m'a évoqué que c'était 8-10 jours, donc avant le match des Scarlett. Donc, est-ce qu'il sera encore trop juste? Je pense que oui. Mais si t'as pas Beauchaton, ouais, un 5+3, de toute façon, à mon avis, Gardera et Bobby sont peut-être un peu tendres. Même si Gardera, on n'en a pas parlé, a fait une très bonne rentrée, notamment des beaux plaquages. J'ai beaucoup aimé. Il a été très, très disponible sur la longueur. Mais bon, je pense comme toi qu'on partira avec un 5+3 avec les 3 chars d'assaut en +3. Ouais, bah, contre Toulon, t'as pas le choix, je pense. T'es obligé. Enfin, c'est la troisième ligne que tu viens de dénoncer parce que effectivement, c'est pas le moment de. Même si Gardera a fait une très bonne entrée, c'est pas le moment de lancer Gardera, Bissu dans le grand bain. Enfin, c'est Toulon en face. Il faut absolument le gagner ce match. BVT, c'est pas le plus flamboyant, mais il fait toujours ses matchs. Voilà, il est toujours là, il est toujours présent, il est toujours. Ce qu'il fait, il le fait bien. D'ailleurs, tu mentionnais Gardera, petite dédicace aussi à Christian Everit, qu'on n'a pas du tout cité, Aussi, le ouais. pauvre qui a fait sa vraie première du coup en pro. Donc, En plus, très actif. ouais. C'est-à-dire que il est rentré, bon, pas beaucoup de temps, hein, parce que c'est moins de, enfin, 10 minutes, je pense. Mais il a dû faire 3 ou 4 plaquages. Il a été très disponible. Il y a un plaquage qui loupe, mais en fait, c'est parce que ça loupe avant. Donc après, il essaye de rattraper et il se fait avoir par Anderson qui a été très bon en 8. Mais ouais, il a été très actif, très bien. Et je crois qu'il a fait une touche et, dans les 5 mètres, enfin dans les 22, et il a validé. Donc très content pour lui. C'est un joueur extrêmement dynamique. Voilà, qui avait l'année dernière, quand je le regardais, il avait encore quelques lacunes, mais c'est bien, il progresse, donc c'est hyper intéressant qu'on arrive à amener ces jeunes au haut niveau, hein, que ce soit Jacobs, lui, ça fait plaisir, hein. Jacobs, on l'a pas cité aussi, mais il fait quand même aussi une grosse presta sur ce match. Il commence vraiment à prendre l'épaisseur alors qu'il a que 21 ans, hein. Ouais, Jacobs qui a marqué son premier essai avec l'UBB. Parenthèse refermée du coup sur nos petits tout. Bon, derrière, je ne vais pas les énumérer, mais la patrouille de Ouais, France, c'est ça. celle qui était présente face aux Bulls, avec le même banc, Retière, Van Rensburg, Rayassi. Ça avait fait terriblement le taf face à Pretoria. Voilà, je ne me pose pas trop de questions. Ouais, je pense de toute façon, t'as pas mieux. C'est une belle équipe, hein. C'est quand même une belle équipe. Et effectivement, Toulon va envoyer une équipe, je pense, remaniée. Il y a moyen de faire quelque chose quand même.
Voilà, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a Et moyen puis de après, moyenner à Chaban, ouais. et puis Moyen. Toulon, il faudra quand même se méfier dans le sens où depuis le début de la saison, ils sont un peu chiés à l'extérieur. Ils sont assez aléatoires, tu vois. Ils en ont pris 60 à Toulouse, ils en ont pris 50 au Stade Français. Ils sont complètement passés à côté à Édimbourg. On n'y croyait pas. Donc, je pense que c'est une équipe qui va devoir se dire les choses et qui va vouloir viser ce match pour se dire les choses, en se disant, voilà, on va rencontrer le champion d'Europe, on peut pas faire comme on a fait à Toulouse, au Stade Français, etc. Donc, on va avoir une équipe très très motivée. Donc, il faudra être très discipliné, être très impactant, et puis après, il faudra que nos gazelles fassent le taf derrière. Et le problème, c'est que quand tu perds aussi tôt, entre guillemets, dans la saison, comme face à la section paloise, c'est que du coup, bah, ceux qui viennent à Chaban, ils se disent que c'est possible. Il y a ça aussi. Et en plus, on parlait tout à l'heure de levier. La dernière fois qu'on a rencontré Toulon, c'était en demi-finale, si je dis pas de conneries, du top 14. Donc la dernière fois, c'est quand on les a battus en demi-finale. Donc il y a un levier là aussi pour Mignoni. Il y a surtout qu'ils avaient été inexistants dans ce match. On les avait vraiment dominés de la tête et des épaules. Donc il y a un levier aussi. Et ils peuvent arriver, par contre, avec le couteau entre les dents. Ça, c'est une possibilité. C'est ça. Faut pas que nous, on soit dans un sas de décompression post-Coupe d'Europe non plus. Faut qu'on soit plutôt dans une continuité. Parce que, et pas déjà viser sur le match contre Northampton, c'est ce genre de truc que tu peux avoir tendance à faire. Là, on revient au top 14. On se concentre sur le top 14. On n'est pas très bien classé. On n'est pas sur des bases extraordinaires cette saison. Il faut le gagner ce match. Il faut Pas mieux. gagner ce match, effectivement. Voilà le mot de la fin de cet épisode. Merci à tous ceux qui ont écouté du coup cette petite heure et demie du bébé, tout simplement. Diane, merci beaucoup de t'être joint à nous. C'était comme d'habitude très cool de t'avoir. Bah, avec plaisir. Merci de m'inviter, hein. C'est toujours un bonheur de venir, hein. C'est un peu la Bah, maison maintenant, ça y est. Ça y ouais, est, non, t'es petit ici bubis. comme chez toi. J'ai ma brosse à dents. T'es un C'est bon. bubis, ouais, t'as ta brosse à dents. La prochaine fois, t'enlèveras tes poils de Lévi, hein, par contre, Ouais, pardon. quand tu te rases. Merci. Quand je me rase, ouais. Euh, Je dirais pas quelle euh, partie du corps du coup, parce que enfin là, les non. gens maintenant on nous voit, donc les gens se Voilà, doutent mais bien que. ils savent. Ouais. On te retrouve sur du coup le podcast Jab Life sur ta chaîne Twitch, Ouais, sur la YouTube. chaîne YouTube de Jab Life et après Twitch, je reviendrai un jour, promis. Ok, très bien. Merci beaucoup Yann. Pour ceux qui veulent savoir où trouver le maillot que porte Yann, on peut Allez, pas le impossible. trouver. Il est collector quoi. Il Allez, faut envoyer collector. un MP à Yann avec une offre Voilà. sonnante et trébuchante. Celui-là, je le donne pas, celui-là, attends. Et puis là, va falloir aligner les zéros là. Almercerie, 2008, on a gagné. En plus, parce qu'à l'époque, Almercerie Goderman, c'était la même catégorie, en fait. Parce que maintenant, c'est différencié. C'est les premières années qui jouent Goderman et les deuxièmes années jouent l'Almercerie. Et nous, on faisait Almercerie et Goderman. Et donc, cette année-là, on a gagné la Coupe Goderman. Donc, à Chabannes-les-Mas contre Pau. Donc le maillot, je le donnerai jamais. Je pense qu'on fera un épisode entier sur le parcours de Yann Oui, il n'était pas très long. au CABBG en espoir. Puis on invitera ton papa d'ailleurs aussi qui doit venir, apparemment il serait ravi de venir, donc on l'invitera pour Ce qu'il serait témoigne. incroyable. Ah, il pourra témoigner, oui. Merci à tous de nous avoir écoutés, on vous souhaite une très très bonne semaine et puis on a hâte d'être à dimanche soir pour ce gros choc de Top 14. Salut tout le monde! Tout le monde.